Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef d'entreprise, le format du vendredi où l'on plonge dans les trajectoires entrepreneuriales qui dessinent le monde de la restauration. Aujourd'hui, on s'éloigne un peu des fourneaux pour aller là où naissent les concepts, les idées, les brandings qui transforment le paysage gastronomique et, pour être honnête, cette histoire-là, je l'ai pas vue venir. Enfin si, je l'ai vue, sur LinkedIn. Des posts francs, chaleureux, modernes, une manière de raconter son business comme on raconte sa famille, une façon de parler travail, racines, doutes et ambitions avec un naturel sympathique, et puis surtout un récit entrepreneurial puissant, nourri par l'histoire d'une lignée, d'un territoire, d'un métier transmis, de père en fils presque littéralement, puisqu'aujourd'hui on a ce produit pour étendard, un burger de poisson. Aujourd'hui, à mon micro donc Anthony Giordano, fondateur de Père et Fiche, qui ambitionne de devenir la référence poisson de la restauration rapide. Malin, mais pas évident. On a là donc un entrepreneur de 34 ans qui a grandi dans la poissonnerie familiale, entre les étals, dans le Var, les réveillons écourtés, la générosité méditerranéenne et cette culture du travail où il n'y a rien sans rien. Un enfant de commerçant donc, devenu entrepreneur de la food, passé par des concours, des pitchs, des galères, des recettes improvisées, un feu dans le restaurant 2 jours avant l'ouverture, et une vision toujours droite, rendre le poisson gourmand, simple, populaire. Ce qui m'a frappé, c'est la cohérence, celle d'un homme qui voulait convaincre, oui, mais surtout transmettre une histoire, la sienne, et en faire un concept. Un concept qui est né presque malgré lui, à force de bien pitcher, vous verrez. Une street food née d'une mère qui cuisine divinement bien, de 5 générations de poissonniers, d'une famille où tout se construit un pas après l'autre. Et aujourd'hui, ça donne une enseigne qui avance, qui inspire, qui se développe et qui reste profondément fidèle à son ADN. Je m'appelle David Ordonneau, vous écoutez Chef d'entreprise, le format du podcast Chef dédié à l'entrepreneuriat, et je vous propose de plonger dans une aventure où la tradition rencontre la modernité, où LinkedIn croise la Méditerranée et où une idée de fish burger pourrait devenir une success story. Je vous propose cette rencontre avec Anthony Giordano. Comment tu te présentes et comment tu présentes Père et Fiche quand tu dois pitcher ou que tu te retrouves en soirée et que tu dis salut, moi ça... C'est marrant parce que moi je me présente pas, enfin j'ai pas l'habitude de me présenter. Voilà, Anthony, 34 ans, tu vois, originaire du sud, jeune papa, tu vois, ça j'aime bien le dire parce que c'est un nouveau rôle dans ma vie. Ouais, c'est marrant de savoir ce que tu tends comme carte. Donc le sud, jeune papa, ok. Ouais, bah parce que ça fait partie un peu, je pense, de mes racines. Et puis voilà, ouais, entrepreneur dans la restauration, non, mais sur Père et Fiche, quoi. Voilà, en tout cas, c'est l'œuvre de ma vie. Et voilà, donc après, par contre, c'est vrai qu'on a surtout l'habitude de pitcher Père et Fiche, puisque c'est un business qui est quand même assez particulier, avec une histoire particulière et un business de niche. Donc on a réussi vraiment à mettre les mots pour le pitcher. Et donc, je dirais que Père et Fiche, voilà, c'est une enseigne de restauration rapide de poissons, spécialisée dans le fish burger et dans la street food de poissons. Donc, nous, notre ambition, clairement, c'est de devenir la référence de la consommation de poissons dans le monde de la restauration rapide, tout simplement. Boum. Voilà, on pose les bases. C'est dit. Dans les cartes que t'as tendues, il y a les racines, c'est le mot que t'as évoqué, le sud dont on parle. Il faut en parler pour comprendre l'histoire, je crois. L'histoire, on la découvre parce qu'on va parler du storytelling de Père et Fiche et tout. C'est quelque chose qui porte aussi les produits, finalement, cette histoire qui est la tienne, un petit peu, celle d'une famille. Est-ce que tu peux la raconter pour les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent? Ouais, bien sûr. Ben, du coup, quand je dis je suis originaire du sud, donc moi, c'est le sud-est, hein, c'est le Var. Je viens des petites villes, Sifour, Sanary. Voilà, je suis né là-bas. Et puis, trop beau. Ouais, j'ai eu la chance de grandir là-bas, en tout cas. Et je suis né dans une famille où en fait on est poissonnier de père en fils depuis on dit 5 générations parce que voilà, mais c'est potentiellement 7 générations, 8 générations. En fait, si tu veux, moi j'ai une famille italienne, enfin d'origine italienne, pied noir, donc ils sont partis de Naples, où on sait qu'ils étaient pêcheurs, poissonniers là-bas, puis ils ont immigré en Algérie quand l'Algérie était française, et puis ils ont exercé le métier de pêcheur, poissonnier aussi là-bas. Mon père est né là-bas, et puis ensuite ils sont venus en France. Et mon grand-père en France. Où là-bas? Ton père, il est né Mon père est né en Algérie. D'accord, ok. De l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, exactement. Donc, tu vois, vraiment culture. Voilà, du côté de ma grand-mère, c'est espagnol. Donc, on a vraiment un bassin méditerranéen très fort, marqueur pied noir. Voilà, tu vois, la vraie famille méditerranéenne, provençale, comme tu peux l'imaginer, c'est nous, quoi. C'est le cliché. Et donc, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi dans les commerces familiales de mes parents. Je suis un enfant de commerçant, mais pure souche. C'est-à-dire que moi, mes parents avaient donc du coup des poissonneries, mon oncle avait un primeur, ma sœur a une boulangerie,
Enfin, tu vois, les métiers de bouche, le commerce, c'est toute notre vie. Donc, comme tous les enfants de commerçants, on me faisait pas garder. Hein. Moi, j'étais dans le commerce de mes parents. C'est ça. J'étais dans la poissonnerie de mes parents. Donc, tu vois, au début, je regardais. Et puis après, à 6-7 ans, je rendais la monnaie. Et puis après, à 12 ans, j'ai commencé à vendre un peu de poisson. Et puis en final, après, j'ai travaillé avec eux toute ma vie à côté des études, les week-ends. J'avais pas des week-ends comme les autres, quoi. Je sortais pas. Tu levais des filets. Ouais, c'est ça. Je levais des filets, je vendais du poisson. Je me levais à 5 heures avec mon père. Parce que aussi, dans ces familles de commerçants, et surtout dans le Sud, nous, on est très, très soudés familles. C'est important. Et l'entraide, c'est logique d'aider ses parents. Tu vois ce que je veux dire? Tu les vois galérer, galérer, c'est un grand mot, mais tu les vois se donner à fond dans leur métier, bosser. Tu vois, mon père, il se levait à 1h du matin, il rentrait à 13h. Ma mère le suivait à 5h du matin, elle rentrait à 13h aussi. Mais enfin, ça s'arrêtait jamais. Ouais. Donc, du coup, voilà, en tant qu'enfant de commerçant, tu les aides. T'es dans le commerce, les week-ends, t'es avec eux, les vacances, t'es avec eux. À Noël, tu vois, c'est des périodes où nous, Noël, ça n'existe pas chez nous. Ouais. C'est le 24 au soir, on dort tous dans l'assiette à 23h, quoi. Ouais. Parce que, vous êtes fait démonter par tous ceux qui sont venus chercher. On s'est fait démonter. Ouais. On s'est fait démonter, mais on kiffe ça, tu vois, c'est ça le truc. C'est que la préparation de Noël et tout, on kiffe vraiment. Donc, on aime être dans le jus, on aime préparer ça, on aime faire plaisir aux gens. Et je pense que il y a 3 choses qui nous rassemblent. C'est le fait qu'on est une famille du Sud, effectivement, la générosité, on aime faire plaisir aux gens. Moi, je l'ai vu, mon père, ma mère prenaient du plaisir à vendre le poisson. Donc, mon père le préparait extrêmement bien et ma mère expliquait au client comment elle pouvait le cuisiner. Et du coup, quand le client revenait la semaine après en disant « Oh, putain, mais votre roussette, là, je l'ai fait en sauce tomate, elle était incroyable. » Vas-y doucement, parce que moi, ça va me faire l'appétit direct. Ouais, voilà. On va commencer doucement. Bon, enfin, voilà. Donc, tu vois, c'est ça mes racines. C'est une famille pied noir méditerranéenne avec beaucoup de culture, beaucoup, beaucoup d'amour. Vraiment, beaucoup d'amour, de générosité, tout ça. Il y a rien sans rien, quoi. Il faut bosser. Il faut préparer sa vie. C'est comme il disait mon grand-père, comme on fait son lit, on se couche. Et ça m'a toujours marqué. Qu'est-ce que tu te dis, toi, enfant, adolescent? J'imagine que la route pour toi, elle est évidente. Tu te dis, moi aussi, je vais être commerçant, non? Pas tout de suite, parce que en fait, j'ai une mère qui m'a ma maman m'a un peu lavé le cerveau, tu sais, dans le sens où en fait, ils ont eu une vie qui est difficile. Ils ont tout construit brique par brique, tu vois. Ouais. Moi, j'ai l'image de ma mère qui me disait, tu sais, elle avait 50 francs pour faire les courses, et puis elle reposait dans le caddie si elle dépassait les 50 francs, tu vois. Elle allait tous les jours à la banque, et machin. Donc, c'est du stress. Calcul constant. Voilà. Mais ils ont pas eu le choix. Ils ont construit comme ça. Comme ça venait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents. Hyper efficace, hein. Pardon, mais en fait, c'est comme ça que, voilà. Hyper efficace. C'est comme ça que tu construis une vie. Voilà. Moi, mon grand-père, il me le disait, c'est un pas après l'autre, doucement, tu vois. Un sou après un sou. Exactement. Tu mets à la banque, tu remboursais le crédit. Une fois que t'as fini ça, tu prends autre chose. Tu vois. Mais c'est une culture. C'est une culture. Ouais, pour un entrepreneur, c'est pas Exactement. Exactement. Et je pense que c'est ce qui fait, mais peut-être on en parlera plus tard, mais qu'aujourd'hui, j'ai une gestion très prudente, en tout cas. Voilà. Je pense que ça m'a aussi forgé à ce niveau-là. Mais du coup, non, adolescent, enfant, je me disais, non, je vais pas faire ça, puisque ma mère, en fait, me disait, on a la chance de pouvoir te payer des études. J'avais des cousins qui faisaient école de commerce, machin et tout. Et puis moi, je savais que je voulais faire du commerce. Mais je me disais, je vais aller en école de commerce. Tu sais, je vais finir directeur commercial. Je sais même pas ce que ça voulait dire, tu vois. Mais parce que ma mère était là, elle me rabâchait, elle me disait, faut que tu trouves un bon boulot, bien payé. Tu sais, elle voulait que je sois à l'abri. Salarié dans un groupe, mais ou machin. Mais le rêve de ma mère. Alors, le rêve de ma mère, c'est peut-être que j'aurais médecin d'abord, tu vois. Je me souviens plus, elle me disait, il faut faire S, les maths, c'est bien, ça t'amène vers, j'ai pas du tout fait ça. J'ai fait STG, commerce, enfin, bon, bref. Donc, au bout d'un moment, la nature, elle te rattrape. Et voilà. Donc, plus jeune, non. Mais au fur et à mesure, ça a commencé à me trotter en tête, ouais. Qu'est-ce que t'as démarré? Qu'est-ce que t'as initié comme premier pas, justement? À quel moment t'as commencé à décevoir ta mère et à ne pas faire médecine? En fait, non, pas décevoir, parce qu'une fois que je choisissais pas médecine, j'ai quand même choisi commerce. Donc elle a dit, OK, bon, ça va, mon fils choisit commerce. Ça va être un grand directeur. Mais, je pense que ma mère l'a pas vu venir le jour où j'étais en césure. Donc j'ai fait une école de commerce. J'ai fait mes années de césure et j'ai fait un stage chez Carrefour France, en tant qu'acheteur. Et ça s'était très bien passé. Et mon patron de l'époque voulait me garder. Donc, il me disait, tu fais ta dernière année en alternance avec nous aux achats, en supply. Et après, moi, je te garde. Et je te fais démarrer catégorie manager en Ile-de-France sur tous les achats. Enfin, c'était quelque chose de beau, franchement. Ça aurait été un beau poste, quoi, tu vois, pour commencer. Donc, ma mère était là. C'est génial. Voilà, il va démarrer le truc. Et en fait, je suis arrivé un jour où j'ai craqué, quoi. Je sais pas pourquoi, j'ai craqué. J'ai breakdown. T'avais quel âge? J'avais
Ouais, bah, c'était pendant mes études, c'était avant de sortir, je devais avoir 23, 24 ans, quoi. Ok. Et j'ai craqué, et en fait, je pense que j'étais pas en adéquation avec ce que je voulais faire, je me forçais à penser à faire ça. Mais Et, ça veut dire quoi, craquer à ce moment-là? Bah, j'ai quand craqué, on est jeune quoi, comme j'étais ça pas bien, je sentais que je suis quelqu'un de nature très optimiste, très jovial, voilà, et là, d'un coup, j'étais complètement, j'étais break, quoi, je le sentais, tu vois. Mes parents l'ont senti aussi, ils m'ont dit qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je pense que je suis pas en adéquation avec ce truc, je pense pas que je vais faire ça. Je pense que je vais rentrer dans le sud et je vais faire un master entrepreneuriat. T'étais où à ce moment-là? J'étais à Paris. Ah, mais voilà. Ouais, c'était ma première année. Et j'ai dit, je pense que je vais rentrer dans le sud et puis je vais faire le master entrepreneuriat que je voulais faire au début en rentrant en école de commerce et puis que j'ai mis dans un coin de ma tête. Et je vais travailler mon idée de lancer un concept de restauration dans le poisson, tu vois. Parce que t'avais déjà ça en tête? Ah bah j'avais déjà ça en tête. Alors attends, l'idée elle vient d'où et elle arrive quand et comment? Bah en fait, c'est un peu un croisement. Je saurais pas dire vraiment quand est-ce que l'idée elle est venue, mais tu vois, plus jeune, je voyais mes parents qui faisaient une activité traiteur en plus de la poissonnerie. Et les gens s'arrachaient les plats de ma mère. Parce que c'est vrai que ma mère cuisine divinement bien. Tout le temps, je pense qu'elle peut prendre n'importe quel chef. Elle est trop forte. Sur le poisson, elle est intouchable. C'est sûr, parce qu'il y en a quelques-uns qui nous écoutent quand même, qui sont pas très mauvais. Je sais qu'ils sont pas mauvais. Et qui sont pas très loin de chez vous, en Je plus. vous invite à un contest avec ma mère. Mais sur le poisson. Ouais. Du coup, je voyais ma mère cuisiner ça. Je me disais, purée, mais quand on le propose bien, le poisson, tu vois, parce que c'est vrai que le poisson, il y a un délit de sale gueule. Les gens sont là, ouais, poisson, le vieux carré qu'il y a dans les cantines, tu vois, les arêtes, les machins et tout. Mais moi, j'ai vu mes amis venir manger chez moi. Tu sais, chez moi, je te disais, c'est la maison du bonheur, c'est provençal, pied noir. Donc, mes amis, ils venaient, c'était même pas prévu. Tiens, prends une chaise, mets une assiette, prends 2 pâtes, voilà. On fait griller une sardine, tu vois. Voilà. Mais je voyais mes potes se régaler chez moi. Tout ce que ma mère faisait au poisson, ils se régalaient. Je voyais les clients qui s'arrachaient les plats. Et je me disais, purée, mais tu vois, le poisson, quand il est présenté, quand tu sais comment le travailler et quand tu sais comment le rendre sexy et gourmand, les gens adorent ça. Ta mère, elle vendait des plats préparés, finalement? Elle allait au bout de ce truc-là? Ou... Ouais, carrément. Au magasin, tu vois, elle marquait lot à l'armoricaine, tu vois, par exemple, vendredi, machin. Et donc, les gens venaient, ils savaient, il fallait passer commande. Moi, j'en veux, moi, j'en veux, moi, j'en veux, moi, j'en veux. C'était un carton plein. Alors, je sais pas, je pourrais pas te dire combien elle faisait de couverts, tu vois, mais c'était énorme. Et je la voyais à la maison, elle préparait. Parce que nous, on avait tous les attirails. Tous les dimanches, chez nous, c'était 20-30 personnes qui venaient manger une paella, un couscous au poisson, une bouillabaisse, un truc comme ça. Donc, elle avait l'habitude de ces volumes. Elle préparait ça, boum, on mettait en barquette, tac, on vendait ça. Mais je te jure, quand tu vois le monde aujourd'hui, mais nous, là, les concepts de restauration rapide, je pense que franchement, on peut rougir à côté, quoi. Génial. Et il y avait un monde de fous qui se l'arrachait. Bon, elle vendait ça. Et je me disais, ça marche bien. Pareil, je voyais des gens qui venaient, qui se régalaient chez nous quand elle cuisinait le poisson, tu vois. J'ai des potes qui me disaient, putain, mais c'est incroyable, en fait, le poisson. Et j'ai dit, bah oui. Bah oui. Bon, moi, ça me paraissait logique, hein. Je suis né dedans. Donc voilà. Donc je me suis dit, tu vois, il y a quand même quelque chose à faire. Et puis un jour, j'ai mon oncle qui revient d'Espagne, qui me dit, purée, en Espagne, il y a un truc incroyable. Ça s'appelle les mariscayas. C'est des poissonneries restauration. Donc tu viens, tu choisis ton poisson. Il te le cuisine sur des planchas devant toi. Ils te le servent et tout. Et là, dans ma tête, ça fait tilt. Je me dis, oh, c'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. J'ai envie de faire ça. Je sais pas, il y a un truc qui m'a, tu vois, ça m'a pris. Je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Sans l'avoir vu, juste, juste à l'image que je m'en faisais. Incroyable, j'ai envie de faire ça. À un moment, mes parents vendent leur poissonnerie, leur première poissonnerie. Il était question d'OK, qu'est-ce qu'on fait après? J'essaie de les chauffer en disant, moi, j'étais encore un peu jeune, mais on fait ça. Finalement, ça se fait pas, ils reprennent une poissonnerie. Donc, un peu frustré, je me dis, purée, mais quand même, tu vois, moi, j'adore bouffer, la restauration. Je connais bien quand même la cuisine. J'ai vu beaucoup ma mère faire, etc. Je me dis, ce serait bien de le faire. Donc, je garde cette idée de poissonnerie-restauration en tête et je rentre en école de commerce avec cette idée. Ok. Et je le vends même dans mon projet d'entrée en école, à l'oral, tu vois. Ah ouais, d'accord. Les gens adorent. J'appelle ça la poissonnerie, tu vois, je vends le concept et les gens kiffent, ils se disent, ah, c'est génial et tout. Et donc, je rentre avec cette idée et au fur et à mesure de l'école où c'est dans un coin de ma tête où j'avance, voilà, un soir d'été, je discutais avec un pote chez moi, pareil, on venait de faire des grillades, etc. Et il me dit, mais tu vois, toi qui adores la restauration rapide, parce que c'est vrai que je suis un peu matrixé par la restauration rapide, l'histoire de ces grandes enseignes, moi j'adore ça, tu vois. Et donc il me dit, pourquoi t'essaies pas de créer des burgers de poissons, des trucs machin, tu fais une chaîne un peu, tu sais, street food un peu à l'américaine et tout. Et là ça refait-il dans ma tête, tu vois, parce que je me dis, je réfléchis, j'hésite entre les deux, et je me dis en fait le concept de poissonnerie-restauration, il faut beaucoup trop de professionnels. Tu vois, déjà à l'époque je me dis, ça veut dire qu'il te faut des poissonniers, des cuisiniers, des serveurs, voilà, ça va être une machine de guerre. Donc je me dis, tu peux pas t'installer n'importe où en plus. Exactement. T'es au milieu d'un marché ou enfin tu vois et puis exactement. Et puis à cette époque, tu vois, après c'est en 2016, 2015,
la restauration rapide qualitative, elle est quand même un peu en plein essor. Il y a eu Big Fernand. C'est embryonnaire, ça, c'est le début de la tendance. C'est ça. Mais t'as Big Fernand qui cartonne. Tu commences à voir que les gens font du quali dans la restauration rapide. Et donc voilà, et tu vois, c'est vrai qu'à cette époque, tout va vite. Donc c'est encore un peu flou aussi dans ma tête de pourquoi, du comment c'est venu. Mais en gros, ça se transforme tout ça en ok, je laisse de côté la poissonnerie-restauration et puis en fait je m'axe plus vers la street food parce que je sais que je peux créer des bons burgers de poisson parce qu'aujourd'hui dans les fast-food ou dans les restaurants le burger de poisson il est délaissé et je peux faire un truc sympa autour de la street food de poisson. Donc ça, c'est ton petit truc qui, à toi, qui est au fond de ma tête, process, tu vois. Voilà, exactement. Pendant ce temps, Carrefour, non pas Carrefour, on abandonne, bam, on se balance en master. Exactement. Et on a toujours cette petite idée au fond de la tête. Exactement. Et donc, je choisis, boum, le master entrepreneuriat en disant à mes parents, non, je vais faire master entrepreneuriat, il faut que je teste mon idée. Il faut que je vois à l'intérieur de ce master ce que ça peut donner. Okay. Et au pire, après, c'est pas grave. Ah ouais. Puis ça le fait pas, j'irai repars, je retourne à Carrefour s'il faut. Enfin, voilà. Ma mère, déjà, elle prend un petit coup. Mais elle se dit, bon, on va le laisser faire ses expériences. Ça se trouve, ça va pas aboutir, tu vois. Sauf que, bah voilà, rentrer en master en septembre 2016 et 2017, du coup, attends. Comment elle résonne cette idée quand t'arrives avec, dans ta besace, dans ton master et tout? Toi, t'es décidé. Toi, tu fais partie de ceux qui rentrent dans les promos. C'est ceux qui me faisaient un peu flipper, moi. Les mecs, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Ils ont déjà le truc. Ils ont un coup d'avance, tu vois. Toi, t'es de ceux-là à ce moment-là, quoi. Alors, ouais, je suis de ceux-là. Enfin, en tout cas, tu sais vers où tu veux aller, quoi. Il y a un truc. Ouais, je suis de ceux-là, mais sur en matière d'entrepreneuriat, quand t'arrives au début d'année, direct, le prof t'annonce, voilà, vous allez bosser un projet pendant 6 mois, créer une entreprise, fictive ou non, et on va tout faire de A à Z, le business plan, etc. Et donc, faut se mettre par groupe. Et donc, à l'époque, je suis à côté d'Ava, ma copine corse d'école, et elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Je lui dis, bah, tu sais, moi, j'ai une idée de restauration, de restauration rapide de poissons. À l'époque où tout le monde, en plus, dans la promo, tu sais, tout le monde voulait faire la dernière appli, tu sais, c'était l'époque des apps, tu vois. Tout le monde voulait faire des apps et tout, du digital, machin. Moi, les apps, voilà, tu vois. Et Ava, elle me dit, ils m'ont tous gonflé avec leurs apps, là, tu veux faire quoi, toi? Je dis, bah, moi, restauration rapide. Elle me dit, oh, c'est vrai, c'est bon. Allez, on se met ensemble. Mais. C'est marrant, t'as un accent qui ressort quand tu parles à ça. Bah, tu sais, entre sudistes, quand on se parle, on a l'accent qui ressort. Ouais, c'est ça. Elle me dit, allez, c'est bon et tout. Vas-y, on se met ensemble, on travaille le truc. Elle pensait pas que c'était sérieux, tu vois, elle pensait que c'était dans le cadre de l'un. Et puis j'ai Alex, mon associé, qui passe. Alex, mon spécialiste du coup là aujourd'hui du digital marketing et tout. Qu'est-ce que vous faites? Je dis bah nous on va faire un truc de poissonnerie restauration, de restauration rapide de poissons. Il nous regarde comme ça, il dit ouf, ça a l'air bien chiant ça. Il dit vas-y, ça me chauffe. Et du coup il se met avec nous parce que je pense que il a vu le truc en mode oula ça pour le rendre sexy, pour le rendre tu vois attirant. Il y a un défi marketing. Et lui c'est un fou de marketing. Donc il s'est dit ça va être mon plus gros challenge, tu vois. Mais encore une fois à l'époque personne savait que ça allait vraiment aboutir quoi. Le trio se forme. À l'époque, on était aussi avec un autre ami à nous, Charles, qui était associé avec nous, qui est là aujourd'hui. Mais bon, voilà, on démarre, on était le quatuor, quoi. Et puis, première construction d'épée, on se fait noter, boum, on a la pire note de la promo, quoi. Oh, putain. Donc on se dit, purée, là, le prof, il nous savate, quoi. Il dit, non, mais vous avez rien compris, c'est pas ça, là, votre truc, c'est pas clair. Donc, je sais pas, on prend un coup d'ego, tu vois, un peu d'orgueil. On s'enferme dans une salle, boum. Tu vois, le vrai brainstorming, tu sais, sur un tableau. Ça, c'est un film. Ça, c'est un film. Ouais, c'est ça. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait et tout. Ok, putain, les gars, on révolutionne la restauration rapide. Qu'est-ce qui fait que vous plantiez un bilan? Enfin, c'est quoi le problème? Sur la mauvaise note? Ouais. En fait, juste, on n'avait pas suivi sa structure. Tu sais, on avait fait ça, tu sais, je pense en lendemain de soirée, en école de commerce. Enfin, tu vois, on profitait quand même de la vie. Donc, oui, voilà, il n'y avait pas qu'une ambition entrepreneuriale. Il y avait aussi une jeunesse. Bien sûr. Okay. Donc voilà. Mais donc on se retrousse les manches et là, on se dit, bon, les gars, on se met à l'eau et on se met à l'eau et on y va. Et par contre, on sort un truc quali, quoi. Voilà. Et donc, on se met dans une salle, boum, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Les valeurs, Anthony, la famille, poissonnier de père en fils, père et fiche, tu vois. Et ça nous vient comme ça, mais comme un éclair en mode évidence. Père et fiche, quoi. Et en fait, je pense que c'est la découverte du nom qui a tout lancé. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que le nom, il y a un rapport toujours quand tu montes une boîte à te dire, pour moi, il y a 2 théories, 2 écoles et il y en a pas une qui prédomine. Soit le nom déclenche, soit le nom, il passe et voilà, une fois que tu l'as trouvé, tu passes à autre chose. Ouais. Vous, c'est intéressant parce que c'est un déclencheur. Ouais. D'un coup, le fait de mettre un nom, c'est comme un véhicule en fait. Exactement. Ouais, c'est ça. C'est une locomotive. Le nom, je le voyais déjà, tu vois.
je le voyais en grand, quoi. Putain, la chaîne Père et Fiche, quoi. Incroyable. Tu vois, Ceci dit, il est hyper efficace. Ouais, il est hyper efficace. Et aujourd'hui, c'est ce que tout le monde nous dit, tu vois. Même les gens qui savent pas ce qu'on fait passent devant le resto en mode Père et Fiche. C'est trop drôle, tu vois. Ça fait marrer les gens. Donc, déjà, c'est un truc en plus. Donc voilà, donc le nom Lost To. Et puis, en fait, du nom, on arrive à descendre tout un business où, en gros, on fait les choses bien, etc. On monte ça au prof. Il nous dit, c'est bien, c'est top. Continue à le bosser. Je te passe les détails. On le bosse. Et au bout des pas 6 mois, mais allez, 4 mois, la fin du premier semestre, quoi. On le présente. Un oral avec directeur de master entrepreneuriat, directrice de l'école de commerce, des investisseurs, des business angels, donc tout un jury comme bien ça. Bien ça. Vachement bien de constituer des jurys comme ça. C'est trop bien. Non, mais Schema sur l'entrepreneuriat était vraiment très, très fort. Donc, jury, et on présente. Sauf que c'était des MSc en plus, donc c'était en anglais. Ah oui. C'était des Master of Science, donc on devait tout pitcher en anglais, quoi. Donc bon. Tous les cours à l'époque étaient en anglais, machin. Donc bon, on pitch en anglais. Et boum, on descend le truc. Bah, on arrive Père et Fiche. On sort le pitch, mais un pitch de fou, tu vois. On donne faim aux gens, on leur explique qu'en gros, il y a un trou dans le filet de pêche, qu'on va révolutionner la restauration rapide de poissons, qu'on est les seuls à le faire. Bref, on envoie tout, tu vois. Et à la fin, les mecs sont bouche bée, quoi. Et donc, on chope la meilleure note de la promo. Incroyable, tout le monde nous dit c'est exceptionnel, à tel point qu'il y a des business angels, des investisseurs qui viennent nous voir à la fin en disant si vous le faites, tenez-nous au courant. Et nous, c'était un projet scolaire, tu vois. Moi, évidemment, dans ma tête, c'était le rêve de dire je peux en faire quelque chose, mais pour l'instant, c'était un projet scolaire. Et j'ai mon directeur de master qui nous dit les gars, vous avez fait un travail incroyable. Moi, je pense que vous devriez aller le présenter en concours d'entrepreneuriat à Paris. Je savais même pas que ça existait, moi, les concours d'entrepreneuriat, tu vois. Et il nous inscrit au Challenge Pépite France. Je sais plus s'il existe toujours, mais à l'époque, c'était un gros challenge d'entrepreneuriat. Où en gros, les entrepreneurs avec un projet venaient pitcher, et puis à la fin, t'avais des prix, des lots. Donc on y va. À l'époque, faut savoir que nous, on n'a toujours pas fait une recette. Hein. On imagine les recettes, on explique ce qu'on va faire, mais on n'a rien fait encore. C'est une question que je voulais te poser parce que tu viens de le dire il y a 1 minute. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as utilisé consciemment, cette expression, mais en disant il y a un trou dans le filet. Ouais. Dans le filet de pêche. Mais à ce stade-là, vous avez pas cuisiné. Non. Il n'y a pas l'ombre d'un produit. Non. Et vous avez quand même cette niaque, et on le sent encore, de pitcher, de convaincre. Quand tu dis aux gens, les gars, il y a un trou dans le filet, en gros, il y a une brèche, il faut occuper cette place. Est-ce que tu crois, je pense à ceux qui nous écoutent, il y a un côté, faut convaincre à tout prix. Oui. Mais on n'est pas complètement sûr non plus. Là, on sent que l'enjeu, c'est surtout de convaincre. Ouais. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, putain, si ça marche pas, ou si c'est... Là, le seul objectif, c'est d'être suivi, en fait. Je pense qu'à l'époque... C'est chaud de se dire, il faut convaincre à tout prix. Oui, mais à l'époque, c'est plus un challenge de... Oui, bon, il n'y a pas d'enjeu encore. De jeunes d'école locaux en mode orgueil, en mode... Il faut qu'on arrive à convaincre, tu vois, le fait de voir que les gens s'emballent pour un truc que tu pitches. Moi, j'ai toujours adoré ça. J'ai toujours adoré le commerce, j'ai toujours adoré convaincre, j'ai toujours adoré pitcher, tout ça. En fait, quand on a vu le jury avec les yeux un peu écarquillés qui brillent, on se dit, waouh, on a ce pouvoir, quoi. Tu vois, ça touche les gens. Ouais, je comprends. On va voir si ça en touche un peu plus. Donc, on monte d'un étage. On va au concours entrepreneuriat, Pépite Challenge France. Et là, c'est pareil. Sauf que là, entre-temps, je pitch un peu des recettes. Il était 11h30. Les gens pouvaient plus. Ils étaient là, ils salivaient. À la fin, ils sont venus me voir. J'ai trop faim. Faut vraiment qu'on puisse goûter ça un jour. Et tu sais que t'as pas besoin de me convaincre, hein. Ouais, non, mais je sais. Parce que ça me ranime, tu vois. Ça me rappelle des souvenirs. Très bon. Et puis voilà, mais de toute façon, c'est sûr. Après, on reste passionné, quoi. Donc, voilà. Mais donc, c'est vrai que ce concours d'entrepreneuriat nous a encore plus poussé en avant puisqu'on le gagne. On finit premier prix. Dingue. Mais là où je me dis c'est lunaire, c'est qu'à l'époque, il y avait des mecs qui avaient des sujets, ils révolutionnaient la médecine via un casque VR pour, enfin, tu vois, c'était des technologies hyper poussées et tout machin. Et nous, on arrive avec du fish burger, quoi, et on gagne, tu vois. Mais c'était pas que le fish burger. C'était l'équipe, c'était la passion, c'était le nom, c'était le côté, on avait déjà pensé au marketing qu'il fallait employer. À la en fait, ce que tu décris, c'est qu'on le voit. Quand vous pitchez votre truc, on le voit. Ouais. En fait, il existe déjà, en fait. Ouais. Non, mais on se projette à fond. C'est ça qui fait que ça marche. Ouais, exactement. Dans ce concours-là, quoi. Ouais, exactement. On se projette. Et les gens sont projetés. Et donc, il y a une autre directrice de concours entrepreneuriat qui nous dit, nous, on fait le 100 jours pour entreprendre, venez chez nous et tout, machin. Ok. Et là, on se met en mode, Non, mais là, vous lancez, en fait. Là, vous vous dites, putain, mais on y va, non? Mais non, parce que je te jure qu'à l'époque, on était juste en mode, les gars, venez, on gagne tous les concours de France. Tu vois, bien, tu sais, on est un peu en marche un peu comme ça, nous aussi, on aime bien un peu la compète et tout. Drôle. Ça nous est marré, quoi. Viens, on gagne tous les concours de France, tu vois. On fait le 100 jours pour entreprendre, on le gagne aussi, tu vois. Incroyable. Donc là, trop bien. Puis t'as un peu de presse. Puis mine de rien, on nous file 3500 balles d'une banque pour faire nos petites démarches, etc.
Et un jour, on est en amphi et on sort le téléphone et on voit qu'on nous envoie des articles challenge. Et on voit le classement des 100 startups pour investir en France en 2017. Et dedans, il y a Père et Fiche. Drôle. Alors que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toujours aucun burger de fée, voilà. Juste le projet, quoi. Et je me dis, purée, c'est quand même incroyable, là, tu vois. Il y a un engouement, quoi. Ouais. Tu sais, la nouvelle vague de la street food, tu vois, des jeux de mots sur le poisson, ça les faisait kiffer, les gens. Et dans la description de challenge, en gros, il nous résume comme un peu le Big Fernand du poisson frais. 1 heure après cet article, je suis en amphi, toujours. Je reçois un mail. Steve Burgraff, je sais pas si ça te dit quelque chose, fondateur de Big Fernand, emblématique, qui a été un gros acteur du coup de la street food, de la restauration rapide, hein, c'est un des précurseurs. Steve Burgraff qui nous écrit bonjour, tu vois, intéressé pour investissement, venez, appelez-moi. Nous, et comme ça, tu vois, on se dit c'est quoi ce truc et tout. On en parle à notre prof, il nous a contacté, il dit ok, surtout n'appelez pas maintenant. Bon, dans les 5 minutes qui suivaient, on l'a appelé, on l'a pas du tout écouté, on s'est enfermé dans une salle, on l'a appelé. Et Steve me dit, ça a l'air super ton truc, mais bon, faut que je te rencontre. Donc tu montes me voir à Paris. Je dis ouais, ok. Donc à l'époque, je suis le seul à monter. Mes potes restent en cours. Moi, je monte sur Paris, je le rencontre, je vais dans son bureau et tout. Il me pose des questions, on parle, on discute. Il me montre hyper sympa, Steve. C'est un mec, tu vois, hyper avenant et tout. Et il me dit, franchement, t'es assis sur un truc hyper intéressant. C'est vraiment bien, quoi. Enfin, ça peut marcher. Ouais. Mais il me dit, par contre, moi, ça peut m'intéresser, je peux vous aider. Par contre, faut que je goûte. T'as des recettes? Je dis, mais Steve, bien évidemment qu'on a des recettes. Tu rigoles ou quoi? Il me dit, ok, semaine prochaine, rendez-vous semaine prochaine. Tu remontes avec tes collègues, vous me faites vos recettes. Je dis, oui, aucun problème. Je redescends dans le sud, je vais voir les gars. Il me dit, alors, je dis, les gars, j'ai une très bonne nouvelle. J'ai dit, c'est que Steve, il est intéressé. Je lui dis, par contre, on a un week-end pour travailler des recettes. Ils disent, quoi? Mais c'est pas possible. Je dis, si, c'est bon. Vous inquiétez pas, on va y arriver. J'appelle mes parents et je dis à mes parents, ce week-end, avec mes potes, on vient à la maison. J'ai besoin de poisson, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'appelle mon beau-frère boulanger avec ma sœur. J'ai besoin de buns, j'ai besoin de wraps, j'ai besoin de trucs comme ça. On ramène tout à la maison et on s'enferme tout le week-end et on fait des recettes. Tout ce que j'avais en tête, parce que moi, je pensais beaucoup déjà quand même aux recettes et tout. Tout ce que j'avais en tête, on le fait. On fait goûter ma famille. On arrive à une carte primaire qui est rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais, j'imagine. Qui était pas dégueu. Enfin, tu vois, c'était sympa. Les retours du week-end, c'est comment? Les retours de la famille? Ouais, parce que là, tu te dis... ils me disent, c'est vraiment bon. J'avais fait un wrap avec du poisson pané au cornflakes, avec un peu de cheddar. J'avais fait un style poulet de porc, mais version saumon. Donc, poulet de salmon, tu vois, avec du barbecue et tout machin, qui est un peu l'ancêtre de notre burger écossais aujourd'hui. Drôle, c'est marrant. Ouais. Et donc, on arrive avec ces recettes. On se dit, OK, on monte à Paris. Tu sais, c'était une orga... on n'avait rien à l'époque, donc ok, on va chez le poissonnier au dernier moment, on fait des préparations chez nos potes dans leur cuisine à Paris. Boum, on se dit vas-y, on arrive avec toutes les prépas déjà faites pour gagner du temps et tout. Et donc, il nous donne rendez-vous dans son resto des Galeries Lafayette de l'époque, le Big Fernand, et on cuisine et on lui montre ce qu'on sait faire. Tac, il regarde, il chronomètre tout, il prend tout et tout. On lui fait goûter. Et à la fin, il dit moi j'aime beaucoup. Il dit moi ça me chauffe, je suis partant. Et donc à l'époque, après il nous fait une proposition. On l'a remercié mais qu'on n'a pas pris. Parce que au final, en réfléchissant, on voulait que ce soit notre aventure à nous. Tu vois, on voulait pas être. Tu vois, Steve, c'est quelqu'un de très généreux et tout, mais je pense à ce niveau-là qui peut prendre beaucoup de place. Ouais. Et on n'avait pas envie que ce soit le nouveau concept de Steve. Plutôt, on voulait vraiment que ce soit le concept de Anthony, Ava, Alex et Charles, les associés de Père et Fiche. Moi, il y avait un symbole aussi familial, etc. Ouais. Pas se faire déposséder, en tout cas pas dès le début. C'est ça. Non, mais c'était même pas dépossédé parce que je pense que Steve, on pouvait bosser avec lui en toute confiance et il nous aurait effectivement aidé. Et on serait peut-être allé même plus vite, tu vois. Ouais. Mais on n'aurait pas connu ce qu'on a connu. Je pense qu'on n'aurait pas appris. Ça aurait peut-être même été un peu facile parce que forcément, il avait accès à tout, tu vois. Ouais. Il nous avait dit, avec moi, ça peut aller très vite. Et il a raison. Il était en plein boom avec Big Fernand et tout. Et donc, on avait envie de galérer un peu. On avait envie de connaître les hauts et les bas des restaurateurs. Ok. Donc. Donc, sorti ce rendez-vous. Ouais. On se dit, ok, les gars, on lui dit non. Je lui dis, par contre, là, les gars, si un mec comme Steve Burgraff s'intéresse à nous, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, qu'on se lance. Oui. Et on profite d'être à la fin de l'école de commerce. On n'a pas encore de CDI, on n'a pas encore de confort. On peut continuer sur cette vie de galère étudiante en se disant, on enchaîne avec l'entrepreneuriat. C'est pas loin d'un étudiant, tu vois, en termes de galère quand tu penses. Et donc, c'est ce qu'on fait. On se décide. On se dit, OK, on se tape dans la main tous. On se dit, OK, on y va. On le fait à fond. Bon, allez, go. À la rentrée, en septembre, on est tous à Paris. On bosse tous en restauration pour se faire un peu les dents, pour voir un peu comment ça se passe, la restauration rapide et la street food à Paris. Et puis en même temps, on monte le BP, on cherche un local, etc. Donc
moi, je bosse à l'époque chez Street Bangkok. Ok. Ouais. Donc, où j'explique en plus à Norman, moi, ce que je veux faire. Et donc, il me dit, bah, écoute, t'es à la bonne école. Moi, si je peux t'apprendre, t'aider, etc., machin. Donc, j'ai beaucoup appris chez Street. Je me suis régalé. Et Ava, Charles et Alex bossent dans des concepts comme Picto, Boko à l'époque. Enfin bon, bref, on bosse un peu de partout pour se faire la main. Ouais. En même temps, on se voit sur nos jours. Picto, c'est les sandwichs, ça. Ouais, c'est ça. Pas con. Ouais. Ava bosse là-bas. On bosse de partout où on peut, en fait. Tu vois, on regarde un peu comment ça se passe chez les uns, chez les autres. Mais en même temps, on se voit sur nos jours off pour monter des BP, regarder ce qu'on veut faire vraiment, bosser la charte, avec nos petits sous, tu vois. On regarde ce qu'on peut investir, machin. Et puis quand on se sent prêt, on prend un accompagnateur à l'époque qui nous aide à comprendre un peu la restauration, parce que on n'est pas des restaurateurs de base. Attention, moi je suis un commerçant, mais restaurateur c'est un vrai métier. Mais je sais que je peux l'apprendre. Je sais que c'est un métier qui est fait pour moi. Je le vois bien. Et donc on apprend. C'est quoi l'accompagnateur? Comment on vous accompagne? C'est quoi à l'époque, c'est un concept qui s'appelle Émergence Concept justement, qui était piloté par Alexandre Roudot, qui nous a mis un peu le pied à l'étrier. Et qui te dit, en fait, je vais t'aider à monter ton BP. D'accord. Qui t'accompagne étape par étape. Ouais, étape par étape, en te disant, voilà, là, c'est l'étape des financements, ça se passe comme ça, tu fais de ça d'abord, parce que tu sais, t'es un peu perdu. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je vais voir la banque, ou je cherche un local, ou tu sais. Ouais. Et lui, il nous a vraiment bien mis le pied à l'étrier à l'époque. Et franchement, je le remercie encore. Je pense que c'est grâce à lui aussi qu'on est là en partie, tu vois. Ouais. Donc, ça a été vraiment un bel accompagnement. Donc, voilà. Mais parce qu'on le voulait aussi. Voilà, et qu'on a bossé comme des dingues. Et donc, on se met à chercher le local quand on se sent prêt, et puis c'est une galère. Parce que les locaux qu'on veut sont trop chers. On se dit qu'on n'aura pas assez d'apport pour le financement, bien qu'à l'époque, c'était pas autant galère, les prêts. C'était en 2018. Donc, voilà. On cherche des emplacements numéro 1. On a bien compris que c'était ça qui faisait le tout, quoi. Et on perd un peu espoir. On trouve pas. Et au bout d'un moment, on se dit, bon, les gars, là, on va devoir descendre d'un critère nos recherches. On va peut-être chercher sur d'emplacement numéro 2. Et puis si on trouve pas, peut-être que va falloir aller bosser, quoi, tu vois. On était tous au bout d'un moment, tu vois, tu peux pas tirer, quoi. Et là, je pense que du coup, je sais pas, c'est la vie qui nous a envoyé un signe ou quoi. Boum, on nous envoie le local rue du Faubourg Poissonnière qui est à vendre. Et je sais qu'en plus 2 semaines avant, je passe à côté de ce local avec Ava et j'ai pu réimaginer un jour on a un local comme ça, quoi. Ah ouais. Et elle me dit mais ça c'est intouchable, c'est trop cher pour nous. 2 semaines après, il y a un agent qui nous le propose. Un agent avec qui on s'entendait bien. Il me dit je vous vois vraiment bien là-bas, vous êtes les premiers à qui je le propose et tout machin. Et donc, on regarde le prix. Je crois qu'il le vend 550 ou un truc comme ça. Ou 580. Ce qui est pas décorrélé parce qu'il fait 550 de chiffre d'affaires, tu vois. Petit loyer, rue du Faubourg Poissonnière qui à l'époque était la rue que Big Fernand avait lancée, qui dépotait et tout. Mais ça reste une rue extrêmement, pour la food. Ça a évolué. C'est plus pareil aujourd'hui. Ouais. C'est qui tout double, hein. Voilà. Moi, je sais pas si je me lancerai aujourd'hui rue du Faubourg Poissonnière. Ah ouais. Il y a un paquet qui se sont lancés, en tout cas. Et il y a un paquet qui sont, du coup, aussi loupés. C'est un peu, nous, on appelle ça la reine des gladiateurs, quoi. C'est vraiment, tu veux tester un truc, tu te lances là-bas, t'as une chance sur 2 que ça marche pas. Nous, maintenant, on est sur un parti des anciens de la rue, hein. Ça fait 7 ans. Donc, c'est bon, quoi. Tu vois, on est assis, le resto, il tourne, il a sa clientèle, donc c'est bon. Mais, c'est pas si facile. Bref. Donc le local rue du Faubourg Poissonnière, il nous le propose à 550, c'est un peu trop pour nous. Et là on négocie et puis je sais pas en fait le mec a bien kiffé le projet, je pense qu'il voulait vendre. Enfin tu vois, il y a eu un tas de trucs. Encore une fois, tu vois les signes quoi, je pense je suis pas à fond là-dedans mais l'univers, j'en sais rien, qui t'envoie un truc qui te dit non, ce local il est pour toi. Et donc le mec le descend à 430 000 euros et nous dans nos calculs, OK, avec 120 000 euros de travaux, ça passe, boum, banco. On va à la banque, et là, c'est à la banque, il faut pitcher. Donc, nous, on était spécialistes du pitch. Là, pour le coup, autant dire que la BNP, à l'époque, ils nous disent, banco, c'est bon, on y va. Tac, c'est de la bombe, votre truc. Et donc, voilà. Et donc, on se met dedans. Et puis, 3 mois de travaux. Alors, des petits travaux, on garde vachement d'éléments. On met des petites friteuses. Enfin, tu vois, à l'époque, on démarre avec nos petits sous, quoi. Tu vois, notre petit matériel. Et vous avez avancé sur votre carte, vous l'avez un peu peaufiné. Comment vous avez été... En parallèle, on bossait avec un concepteur culinaire qui s'appelle Fabrice Bloch, du coup, qui nous avait été recommandé par Alexandre Roudot, celui qui nous accompagnait chez Émergence Concept. Parce que là, il faut tout affiner en même temps. En fait, là, vous menez tous les chantiers. Là, tu travailles tout en même temps. Ouais. L'avantage, c'est qu'on était quand même plusieurs associés. Et ça, c'est cool. Donc là, la méthode, c'est quoi? Chacun sa tâche, chacun son domaine? Ouais, on se répartit déjà un peu les rôles, mais on traite quand même tout ensemble parce qu'il faut qu'on soit sûr. Donc on fait on bosse beaucoup ensemble, chez l'un, chez l'autre, etc. Mais chacun a son chef de projet un peu, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Chacun un peu son terrain, mais exactement. Mais on mutualise quand même. Exactement. Et donc on bosse les recettes avec Fabrice Bloch, mais à l'époque c'est des recettes faites par un chef, donc c'est quand même un peu plus quali. Hein. C'est beaucoup de faits maison, des préparations, des petits trucs,
voilà, hein, la sauce barbecue déglacée au gin et au jus d'ananas avec un peu de sumac dedans. Enfin, tu vois, c'est... On aime bien, on aime bien. Est-ce que justement à ce moment-là, parce que là, mine de rien, tu touches à un truc qui est le cœur de l'histoire et ce qui va être... on n'a pas mis l'occasion de convaincre quand on lance un concept. Donc, il faut que tu sois un peu sûr de ta carte, un peu sûr de tes produits. Est-ce que dès le début, vous avez des valeurs et vous vous dites, notre carte, ce qu'on vendra, ce sera tel truc, tel truc, tel truc. Je veux pas transiger là-dessus. Ou... Alors, c'est quoi? Alors, mais c'est marrant parce que ça évolue de ouf après. Ah, bah, j'imagine. Mais bon, au début, vous vous dites quoi? Ah, bah, au début, nous, on se dit, c'est burger de poisson. Okay. Moi, mais attention, hein, tête de con, hein, je me dis, jamais je ferai de fish and chips. Jamais. Je veux pas qu'on me prenne pour un fish and chips. Je suis un spécialiste du burger de poisson. À l'époque, j'ai Big Fernand dans la tête. Je me dis, OK, on va faire la même chose en mode poisson. Enfin, tu vois. Ça, je me dis pas de cheddar dans mes burgers. OK. Parce que c'est des codes de burger de viande. De viande, ouais. Et je veux vraiment me différencier. Okay. Donc, tu vois, ça, c'est des trucs où, et puis, du fait maison et des filets de poisson que je vais lever tous les matins. Tu vois, et je vais faire selon l'arrivage. Un matin, je vais prendre du lieu. Un matin, je vais prendre du merlu. Un matin, je vais prendre autre chose. Enfin, tu vois, du loup de mer. Intéressant. Donc ça, c'est toutes les ambitions de départ. De départ. Et donc. Et en mode, j'en démordrai pas. En mode, j'en démordrai pas. Ok. Et j'ai démordu. J'ai démordu au fur et à mesure. Mais bon, tu comprendras pourquoi. Mais on s'est adapté aussi à la clientèle et on a mieux compris notre marché. Ouais. Le problème, c'est que tu vois, c'est pas comme beaucoup d'enseignes que j'adore, mais tu vois, des enseignes asiatiques ou autres, quand tu fais du burger, c'est des produits qui sont déjà connus, c'est de la cuisine qui est connue, les gens savent ce qu'ils viennent chercher, et ceux qui font des plats que les gens aiment, c'est-à-dire ils savent déjà que, bah, je sais pas, quand tu ouvres un thaï, il te faut ton pas de thaï, tu vois ce que je veux dire? Nous, quand on ouvre un burger de poisson, qu'est-ce que tu veux, j'en sais rien, moi. C'est un truc de niche. Ah ouais. Tu vois, page blanche. Ouais. Le seul référence, c'est le filet au fish de McDonald's. Voilà. Et on sait qu'on veut pas faire ça. Peut-être. Non, mais. L'essentiel qui se lève. Non, mais tu vas rire parce que du coup, après. Mais de fait, c'est la référence culturelle. C'est la référence culturelle. Mais on se dit, on va aller contre ça. Et puis, on va faire comprendre que le burger de poisson, c'est autre chose. Voilà. Et donc, on se prépare et tout. On ouvre le 3 septembre 2018. Putain, fébrile ou c'est quoi l'ambiance? Parce que c'est un. Ah, bah, l'ambiance, on vient de se prendre un incendie dans le resto, là, 2 jours avant l'ouverture. Notre resto, la friteuse était en feu, pompiers et tout, et on a tout refait en 2 jours pour garder le truc d'ouverture, quoi. On a pris un feu dans notre local, une erreur de friteuse, on a gardé le friteuse de l'ancien proprio, la friteuse elle brûle, il y avait le feu dans notre local 2 jours avant l'ouverture. Et là on regarde, on se dit putain, peut-être un signe de l'univers ça, non? Tu vois, on en parlait tout à l'heure, mais non, et du coup on se dit bon allez, c'est pas grave. Je me souviens qu'il y a mon voisin Fang qui vient, et qui me dit, celui qui a le concept nouilles ceinture, et il me dit, t'inquiète pas mon ami, il dit, tu sais, dans mon pays, quand il y a le feu dans ton restaurant, ça veut dire beaucoup, beaucoup d'argent. Tu vois? Et de voir son positivisme comme ça, je me suis dit, il a raison. Allez, c'est quoi? Con. On y va. Note pour tous les restaurateurs qui faut foutre le feu à votre truc avant de l'ouvrir, un tout petit feu, hein, quand même. Faut que ce soit facile, hein, pour pouvoir ouvrir 48 heures après, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est ce qui se passe, quoi. Donc c'est ce qui se passe. On arrive finalement, à contrôler le truc. Il y a pas de gros dégâts, juste un peu de nettoyage. On refait tout. Boum. Et puis on est prêt pour notre ouverture le 3 septembre. Septembre. Ouais. Alors cette journée, elle se passe comment? Raconte-moi ce moment-là, parce que dans la vie d'un restaurateur, c'est pas rien. Non. Ce premier jour-là. Elle est chaotique. On est excité, mais en même temps c'est chaotique parce que on fait les grandes gueules, on parle à tout le monde. Déjà à l'époque, on était chaud. On avait une communauté sur Facebook, Insta, alors qu'on n'était même pas ouvert, tu vois. Vous l'aviez fait monter avant? Oui, bien sûr. Ouais. Alex avait tout préparé. Donc ça faisait partie de notre bagage déjà, tu vois, d'amener les gens avec nous. On avait des gens qui nous avaient suivis sur les concours, qui avaient voté pour nous, toute notre communauté, famille, amis, des gens qui se disaient purée, c'est incroyable, je le connais, il a monté tel truc, tu vois. Parce que quoi? Parce que levier économique, oui, mais aussi quoi, volonté de parler de votre vision, volonté de rapprocher les gens culturellement aussi d'un objet qui était peut-être pas encore très identifié, ou non, simplement le fait de vouloir être suivi et de se dire putain, plus on est suivi, plus il va y avoir des gens devant, quoi. Ouais, c'est un peu juste l'esprit business, quoi, de se dire bah en fait on avait compris à l'époque que déjà quand tu veux créer quelque chose, avant que ce soit ouvert, faut déjà qu'il y ait des gens qui soient prêts. Il faut créer une communauté, il faut que les gens te suivent, tu vois. Ouais. Et donc ça on l'avait compris très tôt. Donc là, les gars, on est là, c'est le 3 septembre, soyez prêts, ça va. Ouais. Purée, ils sont venus, quoi. Ils nous ont démonté, sauf qu'on n'était pas prêts du tout, donc forcément on envoie froid, on envoie des trucs. Putain.
Donc bon, les gens sont quand même tolérants, mais tu sais, ça reste Paris un peu aussi à l'époque. Tu vois, on mange 2-3 tacles, voilà. Donc on a ouvert un peu nos gueules pour rien. Bon, on se fait démonter. Et là, en fait, pendant une semaine, 10 jours, on prend le bouillon, c'est-à-dire qu'on arrive le matin à 7h30, on rentre chez nous à minuit, parce qu'en fait, l'après-midi, quand on ferme, on reste parce qu'on refait de la prod, parce qu'on n'est pas du tout à jour. On sait pas exactement combien il faut pour on sait même pas comment. À l'époque, on faisait la mayonnaise à la main, qu'on n'avait même pas de KitchenAid et tout, tu vois. Donc c'était n'importe quoi. Et donc c'est les meilleurs mots. Enfin, c'est rétrospectivement, après c'est génial. Hein. Bah, on en rigole maintenant. Ça fait l'histoire. Mais franchement, sur le moment, c'était compliqué, quoi. Mais voilà, petit à petit, on arrive à se mettre dans un. Et vous dites mouvement. quoi là? Là, vous dites rien. Là, faut y aller, faut taper. Ah bah non, dedans, là, tu réfléchis pas. Là, tu te dis, là, t'as un crédit, t'as un truc, t'es en mode, vas-y, j'y vais. Ouais. Et puis, le fond des retours est quand même bien. Tu vois, il y a des gens qui kiffent. C'est juste qu'il y a 2-3 choses à améliorer. Et puis bon, tu vois. C'est quoi que vous envoyez? C'est quoi les produits? À un moment, les gens ils kiffent quoi? Ils découvrent quoi? Parce qu'on s'est parlé d'un produit qui quelque part a un spectre inexistant. Hein. Bah ouais. Le saumon mi-cuit avec une sauce barbecue, déglacé au gin, au jus d'ananas. Ouais, ça marche. J'imagine le truc un peu confit, là, ça fait envie, ça. Ouais, chou rouge, machin, nanana. On envoie un aioli, donc poisson vapeur, d'olieu noir vapeur avec une mayonnaise à l'ail compotée d'oignons, pickles de carottes et de courgettes. Tout ça dans un bun? Ouais. Chips de manioc dans tous les burgers pour cet effet croquant, mais pour changer du truc, machin. Et le classique, une sorte de poisson, filet de lieu noir pané avec un cream cheese un peu au citron confit. Et puis en plus, au début, on fait tout maison, vraiment tout maison. Le poisson, moi, je le lève le matin. Ah ouais. On fait nos sauces maison. On fait des bouchées de merlan à l'ossoirati, c'est-à-dire qu'on prend des filets, on les roule, on les panne, on les congèle, on insère dedans une sorte de pâte à l'ossoirati. Enfin, non mais tu vois, on fait de la cuisine, quoi. Je fais une daube de poulpe, qui est la recette de ma famille, et je le fais en wrap. Ouf. Tu vois? Ça, c'est... Je comprends pas à l'époque, mais il y a des gens qui viennent à 17h, qui font la queue juste pour notre wrap et tout. Et moi, je pouvais pas en faire trop parce que ça me prend 3 heures à faire, donc j'étais vite en rupture, les gens étaient dégoûtés. Ils venaient limite plus pour ça que pour le burger. Je suis en train de me dire, dans ma tête, tu me bloques parce que moi, je me bloque aussi. Je me dis, putain, attends, daube de poulpe. J'étais en train de partir dans l'idée de la recette. Je me suis dit, attends, il faut qu'il nous donne la recette de la daube de poulpe. Parce que ça, pour le coup, c'est exceptionnel. Ok, bonus, ça fait trop envie. Ouais. Donc, ok, donc là, tu vois que quand même, il y a une demande, qu'il y a une attente, que les gens, ok, vous prenez des retours parce que on est imparfait, parce que c'est le début, parce qu'on envoie et c'est froid, parce que désolé, on fait ce qu'on peut. Ouais. C'est quoi le mood? Les gens sont quand même compréhensifs. Ouais. Ils sont compréhensifs, mais tu sais, comme t'es dans un quartier de bureau, le midi, ils ont pas trop le temps. Ouais. Donc, ils viennent une fois, 2 fois. Comme ils voient que ça met du temps à sortir, bon, bah, allez, ce midi, on va pas aller faire plaisir aux gugus de Père et Fiche, on va aller manger vite. Donc, tu fais quand même moins de monde. Et puis, par contre, on se rattrape le soir parce que comme on vient d'ouvrir et que tous nos potes sont sur Paris, on est le lieu où on peut boire des coups et manger, tu vois. Ah ouais. Donc, tu sais, cette sortie d'école de commerce, on était les seuls à ouvrir un resto. Ça, nos potes, ils trouvaient ça incroyable. Donc, ils venaient, en plus, on servait du vin blanc à l'époque et tout. Donc, ils picolaient des bouteilles, on leur servait des trucs, tu vois. Et puis, ils consommaient. Donc, mine de rien, ça nous a lancé. Ah ouais. Et voilà, et petit à petit, on est des gens, on aime beaucoup rigoler, nous, mais mine de rien, on est très professionnels, on a tout de suite été très pro. On a compris qu'il fallait mettre en place des process. Et ça, c'est aussi la partie... De quel ordre? Sur quoi? Sur la prod, okay. Des process, des règles, tu vois, des choses pour pas se faire justement dépasser. Et pareil, on passait des après-midi quand on fermait, parce que l'après-midi on fermait, on revoyait le schéma, ok, d'assemblage. Ok, on va mettre ça là. Tac, ça on va le toaster comme ça va nous faire gagner du temps. Le parcours avec les bons, pareil. Ok, on va le faire venir là. Toi, tu te mets en caisse là avec les plateaux, tu prends les commandes et enfin, tu vois. Ça, c'est le kiff du mec qui a rêvé les fast-food et qui a kiffé ce truc. Moi, je vois très bien ce truc-là. L'orga, tu te dis, putain, mais attends, mais là, on gagne 5 secondes, 10 secondes. Et là, putain, si on déplace la machine à bon. Et ça, plus que moi, c'était vraiment le dada de Ava, mon associé, qui, elle, était aux opérations et qui, elle adore tout processer, organiser, etc. Alors moi, je suis plus dans le produit. Tu vois. C'est kiffant. Ouais. Donc voilà, et c'est vrai que on a commencé à s'améliorer comme ça. On a vraiment commencé à s'améliorer, à servir plus vite, à travailler les produits, mais on restait toujours encore à l'époque sur 100% de fait maison, lever les filets, etc. Ouais. Et puis bon, bah après, tu vois, il s'est passé quelques temps, on a commencé à augmenter le chiffre d'affaires. On faisait des journées au début à 700, c'était rien. Pour nous, ça allait, on n'avait pas de salariés, c'était que nous. Ouais. Voilà, et puis après, on a commencé à faire des journées, tu vois, des services à 1000, et puis après des services à 1005. Et là, on a commencé à voir que ça prenait vraiment. Mais au fur et à mesure, toujours en ajustant notre offre, en faisant venir des burgers saisonniers, en testant la clientèle. Mais à l'époque, je faisais des burgers que, aujourd'hui, c'est inconcevable. Je faisais des burgers de Rouget avec une sauce tomate et de la mozzarella. Je faisais des burgers de Saint-Jacques, champignons sautés à l'ail et au persil, avec de la noisette torréfiée et de la fondue de poireaux, tu vois.
Je faisais des burgers de Lot façon Karagé. Mais c'est des burgers, à l'époque, je le comprenais pas, mais c'est des burgers que je devrais vendre normalement 16-17 balles si je devais gagner de l'argent. C'est ça. Donc, on n'en gagnait pas des masses. On avait un food cost qui était trop élevé. Et puis, les gens se l'arrachaient pas tant que ça parce que c'était trop spécifique. C'était trop niche. C'était pour les puristes du poisson. Et donc, on perdait un peu notre mission. Ouais, d'évangéliser un peu le poisson et de se dire, en fait, on démocratise la consommation de poisson. Et pour démocratiser la consommation de poisson, il faut des choses simples. Et ça, le jour où on a compris, ça a été le déclic. Et c'est là où Père et Fiche a basculé, en fait. Mais ça a pris combien de temps, toute cette première période un peu fait main? C'est un peu le fait main. Ouais, 2 ans. Ah ouais, 2 ans. Et 2 ans, là, vous êtes enfermés tous ensemble, la team de démarrage, et vous restez au même endroit, vous processez tout au même endroit, en fait. Ouais. Vous vivez dans cette. On vit dans ce resto, c'était notre maison, quoi. Ouais. On fait des siestes l'après-midi là-dedans. C'est génial, comme. On dormait sur le sol et tout. On avait 1 ou 2 employés à l'époque qui sont toujours avec nous aujourd'hui, hein. Et c'était incroyable. Maintenant que j'y repense, c'est vraiment, on partageait des moments de dingue. Moi, pour l'équipe, je commandais en plus des gros poissons, des grosses dorades, et je les faisais au four l'après-midi pour faire notre repas employé, quoi. Je leur faisais des grosses dorades avec des pommes de terre, des tomates et tout machin, tu vois. Je leur faisais des plats. On vivait dans ce resto, quoi. Ouais. Tu vois. Mais c'est marrant parce que tu vois, ça part on voit qu'il y a une forme d'absurdité économique. En tout cas, qu'il va falloir résorber. Ouais. Mais c'est intéressant de se dire que vous l'avez abordé avec une forme de naïveté de ce point de vue-là, mais qu'il y a eu cette espèce de générosité à l'origine, en fait, très authentique, très cuisinée, très poussée finalement. Exactement. Si vous étiez rentré directement dans l'idée de l'industrialisation ou entre guillemets de quelque chose de beaucoup plus simple, ça aurait peut-être pas la même tonalité. Non, ça aurait pas le même goût aujourd'hui et ça nous aurait peut-être moins ressemblé. Moi, je trouvais que ça me ressemblait en tout cas et que ça ressemblait à mes amis. T'es parti de ta mère. Et voilà, je suis parti de ma mère. Je suis parti de mes parents. Je suis parti tu viens à la maison, on sait pas de souci, assieds-toi, mange. C'est ça. Prends une assiette et voilà. Et moi, c'était pareil. En fait, tu venais à Père et Fiche, c'était limite, je pouvais te faire manger gratuit si on rigolait, quoi, tu vois. Ouais. J'offrais des sauces à balles, j'étais là, j'offrais tout. J'offrais des cafés, j'offrais des trucs. Tiens, tu t'aimes pas ça, t'inquiète, je te refais, tiens, je te remets un truc et tout. J'avais mon resto de quartier, quoi, tu vois. Mais on sent que c'est pas un regret d'avoir procédé comme ça. On sent que, et que ça renoue, avec ce que tu disais au début de petit à petit. Ouais. Et puis, c'est des valeurs, moi, je suis entier, voilà, c'est des valeurs que j'ai. J'adore, je pense, en tout cas, je suis généreux. C'est une de mes qualités. J'adore faire partager aux gens, j'adore faire plaisir aux gens. Quand je pars en vacances avec mes amis, c'est moi qui organise justement toute la bouffe, les repas. Je vais prendre des bons produits, des trucs, machin, et juste de les voir. Je fais même pas ça pour moi, même j'adore manger. C'est juste, je pourrais ne pas manger, les voir manger et se régaler, et me dire que c'est exceptionnel. Et ça, moi, c'est vraiment un kiff. Comment va s'opérer la charnière, du coup? Comment vous allez vous dire à un moment, bon, attends, c'est bien joli, là, de faire des Saint-Jacques et des poêlés de champignons, mais il faut qu'on... On change de comptable. Et Bon les gars, j'ai regardé les chiffres. Bon là, on change de comptable à l'époque parce qu'on se fait démarcher par un comptable qui avait à l'époque les enseignes comme Pokawa, parce que Pokawa, les fondateurs de Pokawa, on les connaissait, c'est des mecs de notre école aussi. Sauf que c'est pas du tout le même parcours, hein, tu vois. Nous, on avait un truc un peu fait maison, on s'amusait, on procédait dedans. Ça a été la fusée, quoi. Donc voilà. Mais du coup, ils nous conseillent leur comptable, donc on les rencontre et puis on voit que c'est tout de suite plus professionnel et on vient analyser des chiffres, même si on le faisait déjà, mais c'est plus poussé. Voilà. Et puis il me dit, mais il y a un problème là, regarde, dans ton food cost, il est trop élevé. T'es à 36, 37, c'est pas possible. Regarde dans tes produits, je regarde dans mes burgers, et en fait, on se rend compte que, tu vois, quand on fait le burger de gambas, et que je prends des gambas rouges d'Argentine, que je panne maison et tout machin, le burger, il est incroyable. Hein. Mais je le vends, déjà à l'époque, je le vends cher. Je le vends 14 balles, mais j'aurais dû le vendre 17 balles pour gagner de l'argent, quoi, tu vois. Et donc, à un moment donné, on se dit, OK, bon, les gars, là, on fait pas assez de chiffres pour pouvoir justement aller un peu rogner sur nos marges. Il faut qu'on adapte, il faut qu'on gagne de l'argent. Donc, il va falloir qu'on adapte le business model. Voilà. Et sauf que entre-temps aussi, t'as le Covid qui frappe. Donc, Covid qui frappe, je sais plus exactement pourquoi, mais on en vient à se dire... il faut une offre simple qui joue sur la livraison. Nos produits étaient pas très livrables à l'époque. Qui dit livraison, dit faut que le burger se tienne chaud, faut que ce soit gourmand. Donc dit poisson pané et dit la fameuse entrée du cheddar. Et donc là est né le premier burger un peu filet aux fiches de Père et Fiche, mais premium, le cheddar. Voilà, le cheddar fish burger. Filet de lieu noir pané au panko, cheddar maturé fondu, sauce tartare maison, oignon rouge, oignon frit, salade, cornichon. Simple, efficace, super marge. Produit hyper gourmand avec le cheddar, et c'est le premier pas vers je démords du coup de ce que je m'étais fait. C'est ce que j'allais te dire, là ça commence à... On n'a jamais vendu autant de burgers, et donc là tu comprends.
Et là, tu comprends et tu dis, OK, bon, c'est pas grave. Je me suis cassé la tête pendant 2 ans, 3 ans à faire des burgers de Roucher, de Saint-Jacques, de Gambas, de Lot. C'est pas ce que les gens cherchent. C'est intéressant pour les entrepreneurs qui nous écoutent et de manière générale pour les porteurs de projets. Souvent, on s'arc-boute à une idée. Ouais. Et puis souvent, on n'a pas envie de lâcher parce que plus finalement le temps passe, plus on y a passé du temps, plus à y croire, à le défendre, Faut pas à le pitcher. Ouais. On se dit, putain, je vais pas lâcher maintenant. Ouais. Non, je veux pas lâcher ce truc. Parfois même, on sent au fond de nous que c'est déraisonnable, mais putain, on a tellement tenu ce truc qu'on veut pas le lâcher. Exactement. En fait, si. Il faut lâcher et surtout, faut pas avoir peur de tester. Vraiment, en restauration, il faut voir ça comme un labo, faut tester. Faut tester, c'est pas grave. On a l'impression que le client va tout de suite dire, oh mon Dieu, il fait ça, je reviens plus jamais. Il s'en souvient même pas. Tu vas avoir des retours sur les clients au jour le jour, mais ils se souviendront même pas que t'as fait ça, tu rechanges, après, c'est pas grave. Ouais. Attention, je te dis pas que t'as passé tes prix en x2, x3 ou des trucs comme ça, je parle de produits. Teste, c'est pas grave. Tu vois le nombre de trucs que j'ai testé, moi, père et fiche. Des soupes de poisson, la recette de ma mère avec du poisson de roche que je moulinais en bas. Je faisais des soupes de poisson. Je vendais des petits trucs, mais de la vraie soupe de poisson méditerranée, tu vois. Je vendais des petits pots 8 € et tout. Enfin bon, bref, tu vois, on a testé 1 milliard de choses. Et donc, du coup, c'est pas grave, j'ai pas de regrets. Je suis content d'avoir trouvé d'un coup un axe de business model à développer. Et en fait, je comprends. Et c'est ça aussi l'évolution en tant qu'entrepreneur, c'est de se dire, OK, en fait, je m'étais un peu fait plaisir alors que je dois essayer de rencontrer et de matcher ma clientèle, tu vois. Et c'est comme quand tu lances un produit, que ce soit dans le e-commerce ou quoi que ce soit, t'as l'expression, tu vois, fit to the market, quoi. Donc, tu dois rencontrer ton marché. Et ben là, c'est pareil. Et donc, en fait, je comprends que pour faire marcher Père et Fiche, il faut qu'on démocratise le poisson, mais qu'on passe par des poissons simples. Poisson blanc, saumon, gambas, thon. Hyper identifié, connu, balisé. Ouais. Exactement. Mais que ça t'empêche pas de le travailler sous toutes ses formes avec des sauces, des ingrédients, et voilà. On part de là, c'est le premier pas. Le cheddar cartonne en livraison, mais quand je te dis que c'est vraiment, on fait x2 au chiffre d'affaires, hein. C'est incroyable. Hein. Sortie de Covid, après, c'est l'année où on passe. C'était 2023, ouais, de 2022 à 2023, on fait 130% de chiffre d'affaires en plus. On passe de, je sais plus, 480 à 1 million et quelques, quoi. Ah oui. On se fait déboîter. Et en plus, du coup, les réseaux prennent. Tu sais, le monde attire le monde. Ouais, bien sûr. Là, les gens commencent à kiffer, à découvrir ce qu'on fait. Et puis c'était l'essor d'après le Covid. Ça cartonne. Euphorie. Et puis, au fur et à mesure, c'est là où je te dis que je démords de plus en plus, puisque t'es des touristes qui viennent fish and chips. Tu dis non 1 fois, non 2 fois, non 3 fois. J'ai un de mes associés qui me dit, tu crois pas qu'on devrait faire du fish and chips? Je dis non, jamais, gars. C'est pas bien, c'est pas bon. Faut pas qu'on fasse ça. Ouais, franchement. J'adore les fish and chips. Il m'a dit, viens, on fait un test. J'ai dit, bon, ok, vas-y, on fait un test. On l'a rentré, on l'a testé, ça a marché, j'ai dit, ok, c'est bon, on le garde. Et en fait, après, à partir de là, j'ai compris, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et tu dois être ouvert. Ça veut pas dire que je perds de vue mon objectif. Tu te résignes pas, mais je m'adapte, tu vois, et c'est l'entreprise qui passe avant tout, et c'est la survie de l'entreprise qui passe avant tout. Et au final, ça te montre bien aussi que c'est un peu ta clientèle qui te montre ce qu'elle veut au final, tu vois. Tu dois garder bien sûr une roadmap, mais mine de rien, tu t'adaptes par rapport à ta clientèle. Comment vous allez du coup enclencher le développement? Parce que là, vous avez matière à développer à partir de ce moment-là. Comment ça va se faire? En fait, en amont, avant ça, on s'emballe parce que ça commence aussi à bien marcher. Et puis on se dit, tiens, il faut tout de suite en faire un deuxième. Et en fait, à l'époque, on cherche un local à Paris, on trouve pas. Ça, je te parle, c'était avant le Covid. Donc là, on revient un peu en arrière. On cherche un local à Paris, on trouve pas parce que trop cher. On dégage pas assez de trésor pour avoir assez d'apports, etc. Et donc, on se dit, tiens, si on allait regarder à Lille. À l'époque, Lille, c'est à 1 heure, ça se passe bien, tu vois. Je rencontre un agent à Lille, il me fait visiter des locaux, il me montre un local rue Nationale en me disant, tiens, ça, c'est la rue en devenir, elle est dans le centre, elle est incroyable. Là, j'ai un local libre de pas de porte, enfin, tu vois, juste le loyer. Je regarde, ok, il y a l'autorisation pour mettre une extraction. Je dis, ok, bon, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Oui, ok, allez, go, on y va, on le signe. Et Père et Fiche va se lancer à Lille. On obtient le prêt et tout, bim, Covid. Direct. C'est pas grave. Paris tourne bien en livraison et en portée. On se dit, allez, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. On paye le loyer, on attend. Non, on ouvre. Oui. Ouais, on y va, on ouvre. On s'en fout. C'est bon, quoi. Okay. On va faire de la livraison, du emporter et tout. Machin. Et en fait, c'était l'erreur, la première erreur qui allait nous coûter très, très cher. Ah ouais. Ouais, ça allait nous coûter très, très cher. Ça nous a coûté du temps et de l'argent parce qu'en fait, à l'époque, on pense que 1 heure, c'est rien pour le gérer, sauf qu'on est encore trop jeune, on n'a pas assez d'expérience. On commence à mettre des process en place, donc ça va. Mais in fine, on passe pas assez de temps là-bas avec les managers. Enfin, on passe du temps là-bas, mais
Au final, c'était carrément un patron. Fallait qu'il vive là-bas, quoi. Ouais, il aurait fallu déménager. Alors, qu'il y en ait un qui se... C'est ça. Et c'est ce qu'on n'a pas fait, même si on y allait très souvent dans la semaine. Attention, on y allait 2 fois par semaine, etc. Première erreur, ça. Deuxième erreur, l'emplacement, qui du coup, c'était une rue en devenir qui n'est jamais devenue. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Le Covid, c'est toujours un pari. Voilà, l'ouvrir pendant le Covid. Du coup, tu fais pas partie du paysage des gens avant le Covid. Ouais, on découvre pas quelque chose à ce Exactement. moment-là. Et quand le Covid s'arrête et que tout réouvre, les gens retournent dans les lieux habituels de consommation. Ouais, bien sûr. Ils veulent retrouver. Exactement. Et donc, toi, ils te découvrent pas. Ouais. Et donc, tu marches, mais tu marches pas assez parce qu'à l'époque, on a fait un resto, tu sais, on s'était enflammé en mode, OK, c'est un resto à 1,2 million, 1,3 million, donc on le fait en sorte que, et puis en fait, on fait aussi un nouveau concept plus évolué avec des tireuses, du vrai service à table avec des tapas, machin, et in fine, on voit que ça prend pas, qu'on rentre pas assez de chiffre d'affaires pour toutes les charges, sauf que le resto, il est fait pour un minimum d'employés, sinon il peut pas tourner. Ouais. Donc, tu es obligé d'assumer ses charges. Et bon, bref, du coup, en cours de route, on décide de changer de marque, de changer de concept. Et on met autre chose là-bas. Gypsy King, qui était un truc de fish and chips qui pouvait se faire plus facilement. Okay. Mais c'était pour essayer de sauver les meubles. On a compris que l'activité de Père et Fiche n'était pas forcément adaptée là-bas. Et donc, bah voilà. Et Gypsy King n'a pas pris. On a été obligé de fermer ça. Donc, c'est une erreur qui nous a vraiment pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça nous a épuisés. Ça nous a déçus forcément. Et puis voilà, on a mis quelques années à s'en remettre, mais on a beaucoup appris. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une de nos forces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de recul et c'est ce qui me permet aussi de dire à mes franchisés et sur moi aussi mes nouveaux restos de plus faire ces erreurs-là. Tu vois. Ouais. Donc, hyper intéressant. Voilà. Comment vous avez continué à raconter le storytelling? Il faudrait qu'on en parle parce que ce storytelling autour de Père et Fiche, on se le dit depuis le début, c'est une marque forte dans laquelle on se projette. On se parle d'un produit, d'une nouvelle icône quasiment. Et pour autant, Père et Fiche, il y a combien de restos? 3. On se parle de ça comme si on était, comme si on en avait 50, il y en avait 50, quoi. Non, mais ça en dit sur l'enthousiasme, sur la manière dont tu racontes le truc et sur la manière dont nous, quand on le reçoit, on se dit, ah, mais oui, mais évidemment. En fait, il y en a 3. Non, il y a des gens qui sont persuadés de l'avoir dans leur ville. Ah ouais, mais Père et Fiche. Je dis non. On en a 3. Ouais. Mais ça en dit long sur du coup, ce que vous racontez et la manière dont vous le racontez et la manière dont vous utilisez les réseaux. Ça, c'est un truc qui vous caractérise. Oui. On a été précurseurs là-dessus, dans la restauration rapide en France, surtout à Paris, mais même en France. Ouais. On a été reconnus pour ça. Au-delà même, avant même du produit, c'est qu'on a créé une vraie marque, avec un engagement, une marque forte que les gens veulent suivre parce que elle est représentée par ses fondateurs, parce que derrière, ça sentait la vérité. C'est-à-dire, tu sentais que derrière, c'était vrai, le storytelling. Vraiment fils de poissonnier, il y a vraiment des valeurs derrière, il y a vraiment des gens qui sont animés par ça. Mais tout de suite, vous vous êtes dit, il faut qu'on se mette en scène, il faut qu'on s'y mette, nous. Ouais. Parce que moi, je vois des vidéos de vous aujourd'hui qui sont trop marrantes, quoi. Ouais, c'est Alex, c'est vraiment sa grande force, C'est quelqu'un, je pense aujourd'hui, c'est pas parce que c'est mon associé, mais ça doit être une des personnes, franchement, les plus compétentes en termes de marketing et stratégie de marque en France, quoi. Il est très, très fort. Et donc, tout de suite, il nous dit, les gars, aujourd'hui, il y a un truc, c'est qu'il faut incarner sur les réseaux. Il faut incarner, il faut se mettre en avant. Les gens s'en foutent de voir la énième recette de burger. Voilà, je fais mon cheddar qui coule, il en faut, mais il faut aussi incarner. Et en fait, il a raison, quoi. Et ça, vous l'avez en tête dès le début, en fait. Pas dès le début, parce que c'est un peu dans l'ADN, quand même. Ouais, et puis oui, mais chaque époque a sa mode, tu vois. Donc, on a commencé, on a travaillé avec les influx, on était un des premiers à travailler. Les gens comprenaient pas pourquoi il y avait des influx qui venaient chez Père et Fiche, c'était un peu mal vu à l'époque. Voilà. Alors, je te dis pas aujourd'hui, il faut les payer, À l'époque, on leur offrait juste le repas, tu vois. Mais ça marche bien. Boum, la presse s'en empare, mais pas toute la presse. T'as une presse un peu qui nous snob, une presse un peu parisienne, un peu conceptuelle qui nous snob un peu, ou même qu'il faut payer, tu vois. Sauf que nous, à l'époque, on a un credo, c'est dire non, on paye pas. Rien à foutre. Nous, on fait tout en organique, on fait tout, nous, on paye pas. Bon. Et donc, on arrive, on fait des influx, ça marche. Et en fait, à chaque étape, à chaque époque, sa mode, et Alex a su à chaque fois anticiper. Tu vois, pendant le Covid, on est le premier restaurant en France à se lancer sur TikTok. Mais à l'époque, moi, Alex, faut voir, je l'insulte. Tu vois, je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, mec, on va se lancer sur TikTok. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, t'es fou, quoi. Tu veux faire des danses, tu veux faire quoi? Enfin, tu sais, à l'époque, TikTok, c'était... c'est ça, t'as des trends à la con. C'était des danses, c'était des minottes qui dansaient, machin. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, mec, fais-moi confiance. On fait des formats, il transforme tout et tout. On explose sur TikTok. Mais on explose, On monte à 430 000 followers, ou un truc comme ça. Je sais plus exactement, je peux les chiffres, mais énorme. On est le premier restaurant en France sur TikTok, quoi. Vraiment, et on cartonne. Et là, ça fait partie du gros buzz aussi, tu vois. Ça fait partie du gros buzz en mode Père et Fiche qui est sur TikTok. La page Insta, elle explose. 2 ans après, on se lance sur YouTube. Aujourd'hui, on est la première chaîne
de restaurants en France sur YouTube. 150 000 abonnés, tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'Alex, à chaque fois, a pris les codes. Pareil, premier restaurant sur Snapchat aussi, on a un compte Snapchat. Enfin, tu vois, en fait, on est partout. On est de partout, pour que les gens de partout puissent nous voir. Il y a un mec qui est bon comme ça dans la gastronomie en France aujourd'hui, c'est Éloi Spindler, qui lui est devenu un personnage de YouTube. Et moi, ce que je trouve intéressant dans vos discours aux uns et aux autres, c'est ce côté un peu décomplexé. Je pense aux chefs qui nous écoutent, aux restaurateurs. Il y a un côté générationnel dans cette histoire et tout. Vous êtes complètement décomplexé, vous vous dites, bon, ben nous, vas-y, nous, on s'en saisit de ces trucs-là, on s'en saisit des réseaux, on s'en saisit de la vidéo, c'est pas... Il y a plein de gens qui doivent se dire, ouais, mais ça, c'est pas de la restauration, ça, c'est pas des chefs. Exactement. Qu'est-ce que tu as à dire, justement, à cette école-là, qui est, je voudrais pas dire vieille école, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose de générationnel qui se joue. En tout cas, il y a deux manières d'aborder le même métier. Et toi, tu peux considérer que dans ta journée, ou vous, en tout cas, chez Père et Fiche, vous allez prendre 1 heure, 2 heures, ou consacrer peut-être une demi-journée ou une journée à produire une vidéo, quoi. Nous, oui, les gens hallucinent. On est, une fois par mois, on a notre journée tournage et on fait rien d'autre. C'est connu, le mercredi, tu viens à Père et Fiche Poissonnière, tu sais que tu nous vois avec des caméras devant, faire les cons dans la rue, des micro-trottoirs, des trucs, Voilà. On se met à faire du content vraiment, mais on en produit énormément. Et ça se réfléchit en amont. On travaille des scénarios, on travaille des trucs, on bosse, quoi. Alex, il passe du temps à faire ça. Et puis il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir aussi ce que tu veux faire, tu vois. T'as pas besoin. Il y a des chefs aujourd'hui qui communiquent pas comme nous on communique, qui marchent très bien. Enfin, même des restaurants. Ouais. Oui, puis après ça dépend le propos de ton restaurant. Là, on se parle d'une enseigne qui a besoin de faire du volume, exactement, avec du takeaway aussi. Enfin, il y a un truc. Et c'est pas un truc obvious où tu vas te dire, bah tiens, aujourd'hui je vais aller manger un burger de poisson. Donc on a ce besoin plus que les autres de faire de l'attraction vers nous, que les gens ne viennent pas que pour le burger de poisson ou pour le fish and chips, mais aussi parce que ils savent qu'ils vont peut-être croiser les mecs de Père et Fiche, tu vois. C'est tout con, je m'y attendais pas, mais il y a des gens qui viennent au resto, des jeunes surtout, et tout. Ils veulent prendre des photos avec nous, tu sais. Ouais. Comme pour un YouTuber ou un Instagrammeur ou un truc comme ça. Alors que dans ma tête, moi... Vous avez créé des personnages. Ouais, on a créé des personnages, voilà. Nous, on fait des burgers, tu vois. Dans ma tête, je fais des burgers. Donc quand j'ai des minots qui disent, viens, on prend une photo, ils prennent une photo avec nous. La dernière fois, je passe dans la rue de gamines, j'entends, oh, c'est le mec de Père et Fiche et tout. Enfin, tu vois, c'est lunaire un peu quand même comme truc. Mais ça déplace le métier, ça déplace, c'est une manière de le raconter un petit peu différemment et de vivre aussi une autre réalité, parce que dans ta vie de restaurateur et de chef d'entreprise aujourd'hui, bah, il y a une partie un peu fame où à un moment on va te filmer ou machin. Ouais, c'est ça, où on te reconnaît, ah bah t'es pas le mec de Père et Fiche, ah j'adore. Mais par contre, ça génère vraiment que du positif parce que les gens adorent ce qu'on fait, c'est que des bons messages, on reçoit beaucoup d'amour et tout. Après, par contre, ça a aussi généré son lot de haine un peu, où on a eu cette fameuse phrase qui a tourné pendant un moment en mode Père et Fiche, c'est juste de la com, tu vois. Ouais. Mais je pense que c'est facile des gens... à placer le curseur. Hein. Non, c'est pas facile. On a aussi parfois passé trop le curseur, peut-être. On en a peut-être trop fait. Ça, c'est normal, tu vois. Mais on a toujours su se recentrer sur notre métier de restaurateur. Moi, il y a aucun moment où j'ai honte de ce qu'on faisait avec nos produits. On a toujours fait des choses quali. Il y a peut-être des fois où on était peut-être moins que d'autres et puis ça se travaille. Oui. Mais on a toujours bossé dur pour que dans le resto, ça sorte bien et quali. Parce que moi, encore une fois, on fait ça, mais moi, je suis un commerçant avant tout. Donc moi, j'ai le goût de l'excellence du produit, tu vois, de la livraison, et puis la satisfaction du client, la satisfaction qui est ton goal. Tu vois, mon kiff premier avant même de voir les vidéos, c'est juste que les clients, quand ils mangent dedans, ils ressortent, ils font oh, c'est exceptionnel, c'est trop bon. Ça, c'est mon kiff. Et c'est pour ça que je dis, on reste des commerçants. Moi, j'adore ce métier de commerçant. C'est noble. On a beau en avoir 50-60, je dirais à mes équipes, vous êtes des commerçants, point de vente par point de vente. Et c'est ce que je dis aujourd'hui d'ailleurs à mes franchisés qui vont ouvrir ou qui sont ouverts, ou à nous dans notre succursale. Enfin, tu vois. Comment tu gères tes équipes? Comment tu transmets des valeurs? Parce que à la différence, je dirais, tu as un truc en plus, toi, c'est qu'il faut que tu arrives à faire comprendre ta vision, ton produit, la vocation, parce que on n'est pas encore à l'avènement du fish burger. Enfin, c'est pas encore. Donc, il faut que tu le traduises. Comment tu fais en sorte que tes équipes soient aussi des ambassadeurs ou des ambassadrices de ton produit ou de ta vision? Bah, tout simplement, déjà, on a une chance, c'est qu'ils viennent postuler chez nous en connaissant l'histoire et parce que du coup, ça leur plaît. D'où aussi l'importance des réseaux. Pour le coup, ça marque employeur. Tu vois, franchement, on n'a jamais trop travaillé dessus, mais au final, les gens kiffent faire partie du fish gang, quoi, tu vois. Donc, trop bon. Il y a du naming partout. C'est le fish gang. C'est très bien. On a du merch ou pas? Est-ce qu'on a des t-shirts ou pas? On a du merch à fond. Mais là, surtout, on a une grosse, on a du merch là à l'heure actuelle. Un t-shirt fish gang. Moi, je ferais partie du fish gang. Je te l'amènerai. Et on a les doudous, on en a les sauces piments, on a des plaques de stickers et tout ça, on le vend
en restaurant. On accroche tout et on a la partie shop et e-shop. Ça marche. En fait, tu peux t'acheter. Ça marchouille, tu vois, on ne pousse pas non plus. C'est pas le propos. Mais c'est vrai que t'as des jeunes qui veulent leur t-shirt Père et Fiche ou leur pull Père et Fiche parce qu'ils nous ont vus sur les réseaux et qui kiffent. Et là, surtout, en fait, on est en train de bosser vraiment la V2 de la charte Père et Fiche avec nouveau logo, vraiment un nouvel univers. Là, on a poussé le truc à fond. On a travaillé avec une grosse agence qui s'appelle Nash & Young qui a bossé notamment avec plein de concepts, Bao Family, Pizza Cozy, etc. Et donc, ils nous ont aidé vraiment à rebrander la marque, beaucoup plus positionnement stratégique. Hyper avec un touchy comme sujet. Ouais, mais trop bien. On sent que la marque en a besoin. On est à l'avènement d'un truc où là, on a beaucoup d'ouvertures qui arrivent, où il faut que ça passe un cap. Et donc là, on change vraiment de tout au tout, mais du coup, avec un merch beaucoup plus poussé et incroyable, où t'as envie de porter du Père et Fiche en vêtements tous les jours, tu vois. Donc, t'as les yeux qui brillent là, j'adore. Je suis trop fier là de ce qu'on est en train de faire. Donc, non, mais c'est marrant ce que tu dis, parce que mine de rien, là, on se parle d'une culture de marque en construction, en fait. Ouais. Tu vois, c'est pas rien, hein. On se parle de 3 restos, hein. Ouais. Et de plus à l'avenir, mais quand même, il y a une culture, il y a des valeurs, il y a une image. Bien sûr. Qui fait que, au-delà de la qualité des produits à laquelle tu veilles, évidemment, comme le noyau de ton histoire, ça attire aussi les gens. C'est comme ça que tu structures, c'est comme ça que tu recrutes. Bien et sûr. Finalement, t'as déjà des ambassadeurs avant même qu'ils arrivent pour bosser pour toi, finalement. Ouais. Je sais qu'il y a 2 écoles, hein. Il y en a beaucoup qui accomplissent énormément, qui ouvrent chaque année. Nous, on est plutôt en mode prudent aussi. On fait les choses comme il faut. Et donc, du coup, on va pas accélérer pour accélérer. On construit un empire solide. Faubourg Poissonnière. Ouais. Le deuxième, il est Lyon. À Lyon. En franchise, nos franchisés. On descend, on continue. Et on descend, on retourne chez moi. Et là, c'est plan de campagne. Donc, c'est notre 2e succursale. Et celle-là, c'est la plus grosse cellule de Père et Fiche. C'est 200 mètres carrés. C'est en zone commerciale, dans le nouveau village food qui a été créé à plan de campagne. Donc, c'est 160 mètres carrés, 40 mètres carrés de terrasse, tu vois, 90 places assises à peu près. Mais comment on aborde un environnement comme ça et un tel volume, une telle ampleur? T'as l'air bien, t'as pas l'air fatigué et tout, t'as l'air en forme et tout, y a pas un pet de cheveux blancs dans cette histoire. Écoute, franchement, 7 ans, ça m'a pas encore eu, tu vois. Mais pas mal. Non, mais parce que j'essaie de garder toujours, on a morflé quand même, tu vois, en 7 ans, on a eu des hauts et des bas. Mais après, moi, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, de très positif et assez optimiste et je préfère toujours voir l'avenir du bon côté. Donc, j'essaie de toujours rester positif dans ma façon d'aborder les choses. En tout cas, c'est comme ça que moi, j'envisage l'entrepreneuriat et même la vie tous les jours. Donc, voilà. Mais en fait, comment on aborde un resto comme ça, c'est on se lance, on apprend, on regarde. J'ai de la chance d'avoir maintenant beaucoup de potes. Je connais beaucoup de gens en restauration qui sont beaucoup plus avancés que nous, tu vois. Ouais. Donc, on demande conseil. T'as de la solidarité, tu la sens cette solidarité? Je trouve qu'aujourd'hui, on a une génération, c'est plus comme à l'époque, quoi. C'est plus comme à l'époque où ça garde les secrets, où ça se tire un peu dans les pattes. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, les restaurateurs de notre âge, on est vachement solidaires. Moi, je parle avec énormément de gens. Tu vois, avec Abdou de BMK ou avec Younes et Ossine de Crispy Soul ou tu vois, j'ai rencontré Vanessa, la fondatrice de la marque Chicken Bang. J'ai mes potes de Tristan et Edouard de la Brigade. Enfin, là, j'en oublie, mais je veux dire, Edouard de Marvelly. Enfin, on se parle tous, tu vois, on échange tous. Et moi aussi, j'aime beaucoup rencontrer des gens. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'écris directement. Je prends les numéros, j'écris, je dis je kiffe ce que tu fais, ça te dit viens déjeuner à Père et Fiche, ou moi je viens déjeuner et on discute, et c'est comme ça que tu crées du lien aussi. Mais c'est générationnel ça, hein, t'as raison, hein. Il y a un truc de se dire, attends, mais en fait il faut créer de l'émulation, enfin le mec qui va manger un burger, c'est pas pour ça que si tu lui parles, que tu vas aller gréver ton commerce à toi. Moi, dans la zone où on a ouvert à plan de campagne, comme les gens viennent, ils me disent, on a adoré, c'est trop bon et tout, machin, on va tester un peu les restos, je les envoie chez mes potes, je dis, testez la Brigade, vous allez kiffer, c'est excellent. Il y a de la place pour tout le monde, la concurrence, c'est sain. Et ça, c'est nouveau. Et ça, pour le coup, à l'heure où il y a beaucoup d'articles qui sortent sur la food est prise en otage par les gens d'école de commerce, c'est un des grands avantages de cette génération, de cette approche strictement commerciale. Et puis, tu sais, de toute façon, les gens qui ont pas cette philosophie-là, qui sont un peu en mode requin et ils sortent vite du lot, et puis, du coup, c'est un petit monde, donc ça tourne vite aussi. Après, il y a des gens qui ont pas envie de bosser avec eux. Enfin, tu vois, mine de rien, le côté presta, restaurateur, etc., ça circule vite, si on aime bien bosser avec toi, si t'es quelqu'un qui est quand même bien câblé, donc faut aussi il faut avoir un bon mood. Si t'as un bon mood, t'attires les trucs tout le temps. Moi, je pense que c'est ça aussi qui nous a aidé aussi sur Père et Fiche. Mais ça paraît tout bête, mais le tempérament, l'ouverture, être un peu positif et tout, ça fait que t'attires et les gens et les bonnes. Bien sûr. Comment ils viennent à toi les franchisés et dans quel mood ils arrivent à toi justement, puisqu'on parle d'attirer à l'heure où Père et Fiche va commencer certainement une phase de développement. Parce que là, là, ça y est, on a attendu, on a tout construit. Tu sais, je te disais, mon grand-père, il me disait, la vie, c'est un pas après l'autre. Ça, j'ai toujours gardé ce truc. Et surtout après aussi l'échec de Lille, ça nous a donné pas mal de leçons.
On a ouvert un food court. Dans un food court, on avait ouvert à l'époque à Place d'Italie une échoppe éphémère sur 13 mètres carrés quand c'était la mode des food courts. Franchement, ça a cartonné, ça a bien marché. Hein. On avait fait un super chiffre d'affaires, mais bon, c'était des baux éphémères. On a fait 1 an, puis on s'est barré parce qu'on a compris que c'était pas aussi le modèle qu'on voulait faire. On a testé une dark kitchen, pareil, on a arrêté. Enfin, tu vois, on a fait plein de tests, learn and test. Et du coup, avec notre resto de Paris où on commençait à avoir 5 ans d'expérience, on commençait avec la com, forcément, à recevoir des demandes de franchise. Ouais. Et on s'est dit, bon, on savait depuis le début que c'était le business qu'on voulait adopter. On avait déjà mis en place pas mal de process. Tu vois, on avait arrêté quand même en partie le fait maison sur des choses compliquées. On bossait déjà avec du poisson pré-proportionné. Ouais. On commençait déjà à faire prester nos sauces. Enfin, tu vois, parce qu'on faisait du volume, donc on pouvait plus tout faire en magasin. Fini la mayonnaise. Fini. Nous, on sortait en plus un peu plus de l'opérationnel pour avoir une vision plus complète parce que on préparait la suite. Et donc, on se met à bosser sur la franchise. Et donc, il y a 1 an et demi de préparation. On bosse avec des avocats, avec des consultants. On met en place le MSF, un truc de 500 pages, manuel du savoir-faire, qui est très lourd. On bosse avec vraiment des gens du métier. On demande, on se renseigne. Parce que on a envie, on a le goût des choses bien faites. On aime bien faire bien les choses. Voilà. Donc, on encadre. On met en place. Ouais, on encadre. Et puis même, on n'est pas là pour faire un coup, quoi, tu vois. Ouais. Moi, je suis pas le consultant qui a fait un burn-out et qui s'est dit, tiens, je vais surfer sur une tendance en faisant le énième poké ou le smash burger ou machin, sans critique, je veux dire, tu vois, mais sur un produit qui marche. Moi, j'ai un truc, c'est un fondement, c'est des bases que je veux mettre en place, c'est du long terme. Je veux pas faire un coup et sortir dans 2 ans et laisser mes franchisés. Je veux construire une vraie famille, je veux construire une ambassade, tu vois. Moi, père et fiche, l'ambition, elle est claire. C'est d'être le leader mondial de la restauration rapide de poissons à terme, tu vois. Donc, on va y aller, mais on va y aller doucement. Voilà. Et en fait, si tu veux faire ça, il faut faire bien les choses. Donc, on a tout processé pendant 2 ans. On a fait des appels d'offres avec les fournisseurs. On a commencé à tout industrialiser, parce qu'il y a des choses qu'on garde maison, frites maison, panure sur place, etc. pour garder vraiment la qualité. Puis, on met l'accent sur les produits. Bon, une fois que ça c'est dit, on ouvre les candidatures à la franchise 2023. On dit, on se lance en franchise. Venez faire partie du Fish Gang. On a des beaux résultats sur notre pilote. On a 5 ans d'exploitation quand même. Ouais. Tu sais, on n'a pas juste fait 2 ans et on se lance. On a de l'expérience. On réplique les mêmes ratios sur notre pilote. On sait qu'on peut vous vendre un bon modèle. Qu'on va adapter aussi, tu vois. Et on a prévu de refaire une succursale. Ça, c'était ce qu'on se disait. Donc, on ouvre les candidatures. Raz-de-marée, quoi. Oui. Genre 450 candidatures à la franchise. Vraiment, c'était ouf. Ouais. Donc, on voit, on analyse, on regarde. Et puis surtout, là, l'erreur, c'est de pas prendre pour prendre, quoi. De pas se dire, là, je peux au moins en ouvrir 20, 30 d'un coup. Parce que là, t'es fini. Et donc, on en sélectionne, sur les 450, je crois qu'on en sélectionne 8. Putain. Ouais. Mais parce qu'en fait, t'as... Sérieux et état d'esprit, c'est quoi les clés? L'apport, déjà. Tu tries comme ça. Parce que c'est triste à dire, mais en fait, le mec qui est hyper sérieux, qui est bon, mais qui a 20 000 euros de côté, ça va être compliqué, quoi. Tu vois, tu vas lui dire, est-ce que tu peux monter à 100 000 euros? En vrai, pour être safe, c'est pour toi qu'on dit ça, tu vois. Il va vite te dire oui ou non. Donc, déjà, ça fait le tri. Ouais, tu m'étonnes. Donc, après, une fois qu'il est à l'apport, tu regardes le profil du mec. Moi, mon franchisé, faut que ce soit un mec ou une nana avec qui je peux aller manger. Qui je peux aller dîner, avec qui je peux boire une bière. Humainement, faut que ça fitte. Voilà. Et ça, t'as pas beaucoup de temps pour le savoir, parce que tu peux pas mener une relation de 6 mois avec lui. T'as 1 mois le temps de te chercher avec lui, de voir un peu qui c'est. Et puis après, il faut passer à l'étape d'après, il faut signer, il faut se lancer. Bon. On sélectionne 8 franchisés. Et donc, l'histoire démarre là. On commence à les signer tous un par un, et puis on cherche des locaux en parallèle. Mais nous, comme on est vraiment des personnes entières, on s'investit à 100%. Moi, je passais ma vie à Toulouse, à Lyon, etc., à chercher des locaux avec mes franchisés. Je faisais plus que ça. Ouais. Chercher, on calculait, on faisait comme si c'était mon restaurant qui ouvrait. Parce que c'est un peu ton restaurant aussi, tu vois, c'est ta marque. Ouais. Voilà, on a bien bossé. Et puis, tu vois, in fine, on s'est retrouvé 1 an et demi après avec un resto à Lyon qui ouvre, le premier, qui ouvre en 2025. Alors, bon, on a mis du temps, je te raconte pas. On a eu des soucis avec les banques, les franchises n'arrivaient pas à se faire financer. J'ai dû remonter au pôle franchise, expliquer pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on faisait en franchise, quel était notre objectif. Et puis en fait, une fois que eux ils te découvrent, ils disent oui, on veut travailler avec vous. Et là, ils t'envoient aux bonnes agences. Donc là, du coup, ça se fait financer. Donc il y a des embûches quand même. C'est pas fini, quoi. Tu vois, c'est jamais fini. Ouais, bien sûr. Et donc voilà, in fine, hop, on y arrive. Nos franchisés de Lyon qui trouvent un super local où enfin je leur dis oui, parce que sinon moi j'en avais basé déjà de 5-6. J'avais dit non, vous irez pas là-bas. Vous irez pas là, ça va pas marcher. Vous allez vous retrouver qu'un truc sur les bras horrible. Voilà. Lyon, rue Mercière, ils trouvent le bon local. Je dis, OK, go, on y va. Ouais. On les aide dans la construction. Ils ouvrent en mars 2025. C'est des mecs qui ont notre âge, qui sont entrepreneurs, qui ont envie de faire et qui ont envie de faire partie
de l'esprit père et fiche, qui ont envie de participer à l'aventure. Tu sais, il faut se dire un truc, c'est que à ton histoire, à chaque moment de ton histoire, tu vas avoir des types de franchisés différents. Ouais. On sait très bien qu'à notre stade, on va jamais attirer les multifranchisés. Parce que les multifranchisés, ils vont attendre que t'en aies d'abord 10, 15, voir si t'as répliqué tes trucs, voir combien ça crache. Les mecs, ils sont en mode calcul, tu vois. Bien sûr. Il y a une typologie d'entrepreneur qui est en mode « Ah non, j'ai envie de faire partie des pionniers de Père et Fiche, j'y crois et je vais me lancer avec eux. » Parce que faire partie de l'histoire. Exactement. Et c'est avec eux que tu construis. Parce que c'est tes chouette. ambassadeurs, en fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Là, tous nos franchisés qui sont sur le point d'ouvrir, c'est des mecs qui sont trop fiers d'ouvrir du Père et Fiche. Tu vois, ils font partie du Fiche Gang, ils ont déjà le merch, ils ont déjà, tu vois, les coutumes. Pareil sur la formation, tu vois. Nous, la formation, c'est autant qu'ils veulent en amont. J'ai un franchisé, toutes les 2 semaines, il vient passer une semaine bosser à Père et Fiche pour se faire former. Et je leur dis, mais faites-vous former, envoyez-nous des managers, envoyez-nous tout le monde. La formation, c'est la clé, tu vois. Et nous, on va sur place aussi pour former en continu, on prend du temps. Donc, c'est méga important de les accompagner là-dedans. Et c'est comme ça qu'on crée aussi une vraie famille, quoi. C'est marrant, hein. Peut-être pour conclure cette histoire, on rigolait tout à l'heure en parlant de cheveux blancs et tout ça, mais il y a quand même un contraste entre ce que tu décris là, qui est une intensité d'implication conséquente, parce qu'il y a tes business et ceux qui t'ont lancé, ceux que tu as lancé, l'historique, puis il y a aussi tout ce développement qui demande un temps considérable, une implication psychologique, économique considérable aussi. Ouais. Et t'as l'air bien. T'as l'air bien. Non, mais t'as une manière de gérer les choses et on se le disait un petit peu avant de démarrer cet enregistrement. Il y a aussi une manière d'aborder ce métier, le business de manière générale, peut-être un peu plus détendu. Pas détendu, c'est peut-être pas le mot, mais de trouver la bonne distance par rapport à son implication dans le taf, ce qui n'était pas forcément le cas dans les générations précédentes. Tu vois, on sent que t'as une forme d'équilibre. T'as parlé de ta paternité quand pour démarrer, quand tu te présentes, tu dis bon ben voilà, moi je suis du Sud, je suis père. Enfin ouais, bon, on est là pour parler de ton entreprise, mais c'est pas les cartes qui viennent en premier lieu, quoi. C'est pas rien quand même. Ouais, parce que encore une fois, on en revient aux racines et moi c'est très important la famille, quoi. Ouais, mais tu vois, il y a un équilibre parfois. Parfois, il y a plein de gens pour qui, regarde, encore une fois, je pense que c'est un truc d'époque. Il y a plein de gens pour qui les racines, la famille, l'équilibre, entre guillemets, où la vie perso est importante, mais qui se sont fait, bouffer, ensevelir par la nécessité, par le business, par la pression de développer quelque chose, et ce qui semble pas être ton cas. Je pense que j'y arriverai pas si je me laisserais justement bouffer par ça. Tu préserves des moments. Et je préserve des moments, et puis après, je pense que tu n'es pas de toute façon entrepreneur, c'est-à-dire que tu t'es pas, on dit pas tiens toi t'es fait pour être entrepreneur, toi tu l'es pas. Mais il y a un caractère, ok. Et moi je pense que j'ai ce caractère. Je sais pas si je suis un bon chef d'entreprise. Je pense que je m'en sors pas mal parce que je pense être un gestionnaire quand même assez je sais pas comment dire bon, mais enfin je pense que je suis plutôt un bon gestionnaire. Je pense que j'ai la bonne façon de voir les choses. Par contre, je sais que j'ai le mental pour être entrepreneur. J'ai les épaules pour, parce que je suis quelqu'un de résilient. Parce que je suis quelqu'un qui voit long terme. Je suis pas quelqu'un qui est obsédé par les problèmes ou les micro-tâches, etc. Je vois long terme. Par contre, je sais que j'ai fait des erreurs. On a fait des erreurs. Ça nous a peut-être coûté un peu de temps. On aurait peut-être mis moins de temps à se développer. Ouais. Mais ça fait partie de ma vie. Et ça fait partie de l'histoire de Père et Fiche. Ouais, on s'en sert. On n'a pas créé un business évident non plus. Donc, le fait qu'on ait réussi à le construire et le sortir de là, ça me conforte aussi. Et puis, je vois que ça avance chaque année. Tu vois, mine de rien, quand t'avances, quand tu vas vers un avenir plus clair, c'est cool aussi. Et puis, en fait, il y a un tel engouement autour de Père et Fiche. Il nous arrive des trucs de dingue. Tu vois, genre, il y a des trucs, tu vois, t'as Asap Rocky et Rihanna qui adorent venir manger chez Père et Fiche quand ils viennent en France. Ça, c'est un truc de fou, tu vois. T'as rencontré plein de personnalités et tout, machin, qui adorent manger Père et Fiche. T'as rencontré des gens qui disent, mais c'est incroyable ce que vous faites. Enfin bon, bref, il y a des choses qui viennent te donner aussi de la niaque. Et puis, à côté de ça, effectivement, moi, j'ai besoin de mes moments avec ma famille, tu vois. Je suis papa depuis un an et demi, j'ai une petite fille. Ça a été incroyable, quoi. Ça a été l'électrochoc pour moi. C'est mon plus beau job, quoi, tu vois. Et j'adore mon job de chef d'entreprise à côté. Ouais. Et j'ai toujours cette même ambition et les dents. Et tu vois, je t'en parle comme ça 7 ans après pour faire grossir Père et Fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que la paternité te révèle un truc où quand je regarde ma fille, je me dis, ouais, en fait, ok, l'essentiel, c'est que je la vois grandir, c'est qu'elle puisse manger, et voilà. Et d'une manière ou d'une autre, j'y arriverai. Donc quoi, si tu prends du temps, tu t'imposes des... Ouais. Après, la chance que j'ai aussi, c'est que Père et Fiche, ça a commencé il y a 7 ans. Ouais. Donc, je suis avec ma femme depuis 10 ans. Donc, elle a vu la naissance de Père et Fiche. On s'est pas vu pendant très longtemps parce que j'étais
H24 au resto. Aujourd'hui, j'aurais pas pu autant m'impliquer si je devais être encore opérationnel. La chance, c'est qu'en 7 ans, on a pu mettre des équipes, etc. Sur des ouvertures, je suis opérationnel. Plan de campagne, j'ai été opérationnel sur le lancement avec le directeur, avec les équipes, et j'y suis encore tous les jours puisque je vis à Marseille, donc je passe encore tous les jours. Mais par contre, on met en place des équipes parce que justement, moi, à côté de ça, j'ai besoin de aussi prendre un peu une big view, quoi, tu vois, en disant, ok, faut que je puisse respirer, pas être dans l'opérationnel, faut que je regarde ce qui se fait avec mes franchisés, etc. Et puis pour ça aussi, il faut que je puisse respirer à côté, en famille, il faut que je prenne l'air, il faut que voilà. Mais ça m'empêche pas de bosser à des moments un peu plus incongrus, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, moi, 18h, 18h30, hop, si je suis au resto ou si je suis au bureau, bim, je rentre chez moi parce que je sais que c'est l'heure où ma fille, elle rentre. Bah, tous les jours, bien sûr, je peux pas faire ça, mais très souvent, hop, je lui donne le bain, je lui donne à manger, je suis trop content, je passe un moment avec elle, je la couche. Et puis le soir, tranquillement, je rebosse, je suis avec mon ordi, tu vois, je suis avec ma femme, on mange, je fais ce que j'ai à faire, même si je finis de bosser tard, mais ça me va. Je me lève plus tôt le matin, je bosse comme ça. Tu vois, c'est ça aussi, c'est adapté. Par contre, les week-ends, ouais, je suis avec elle, tu vois. Alors sur les lancements, bien sûr que j'étais au resto, mais voilà, donc c'est important pour moi et je pense que, en tout cas, j'y arrive bien comme ça. Mais après, c'est chacun sa façon de gérer son temps, de voir les choses. Mais effectivement, je sacrifierai pas ma famille. Ça, c'est hors de question. Je veux voir grandir ma fille, voilà. Et nous, on veut ta recette de daube de poulpe. De daube de poulpe. Je vais vous la donner, je vais la partager. Et dernière question, tes parents, la poissonnerie, c'est encore d'actualité? Non, ils sont à la retraite. J'allais dire, il va falloir aussi donner l'adresse de cette poissonnerie pour qu'on vienne goûter les plats de ta maman, mais du coup, il va falloir enquêter. Ils sont à la retraite, ils ont 70 ans, mes parents, ils ont travaillé depuis l'âge de 18 ans. Une retraite bien méritée. Une retraite bien méritée, exactement. Bon. T'as intérêt à nous donner cette recette, alors c'est tout ce qui nous reste. Je vais vous la donner, là. Je vais vous la donner. Je vais peut-être la remettre sur notre ouverture, là, à plan de campagne. Mais bon, ça voudrait dire qu'après, il faudrait que je la duplique sur les autres ouvertures qui arrivent là, parce qu'il y en a quand même pas mal. Donc, tu te débrouilles. Je vais me débrouiller. Je me trouve pas d'excuses. Merci, Anthony. Avec plaisir. Alors on pourrait repartir de cet épisode en pensant à la création d'un concept, mais moi ce que j'aime dans cette histoire, c'est la trajectoire. Celle d'un homme qui finalement est revenu exactement là d'où il venait. Dans les dernières minutes de l'entretien, on entend Anthony raconter comment il a dû simplifier ses recettes, ajuster son modèle, accepter que démocratiser le poisson passe parfois par un filet pané plutôt que par une Saint-Jacques au beurre noisette. On entend aussi cette phrase qu'il répète presque sans s'en rendre compte, « Je voulais faire plaisir aux gens ». Et tout se remet en place. Parce que Père et Fiche, c'est pas un hasard. C'est le prolongement direct d'une enfance passée dans la poissonnerie, de dimanche à 20 autour d'une paella, d'une mère qui préparait les plats que tout le quartier s'arrachait, d'une famille pour qui la générosité n'est pas une posture, mais une manière d'être. Et ce qui est beau, c'est que cette énergie-là, cette chaleur-là, Anthony l'a transformée en entreprise. Une entreprise moderne, construite avec une présence très juste sur les réseaux, un storytelling assumé, une mise en avant transparente des galères, des essais, de ses doutes et de ses victoires. Alors si la story devient un succès, on pourra dire qu'il est profondément ancré. Et quand il explique comment il a su évoluer, écouter sa clientèle, revoir sa carte, repenser son business model, sans renier ses racines, on comprend que Père et Fiche fonctionne autour d'un savant dosage d'ingrédients, le produit, la culture, la vision et la sincérité. Alors merci Anthony pour cette parole vraie, simple et incarnée. Et merci à vous, bien sûr, chers auditeurs et auditrices, merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque vendredi à découvrir ces acteurs du business de la food. Ici, vous le savez, on aime parler d'énergie, d'histoire, on aime faire entendre le chemin parcouru entre les chiffres, car l'inspiration, c'est notre premier carburant. Alors n'oubliez pas, Chef d'entreprise, c'est chaque vendredi et par ailleurs, on continue d'explorer par l'histoire de celles et ceux qui la font, notre belle gastronomie. Alors à très vite pour une nouvelle histoire, un nouvel épisode de Chef, évidemment. Salut!